Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette première session lecture. Aujourd'hui, j'avais envie de lire des livres sur Twitch, de proposer des formats lecture. J'ai l'impression que dès que les confinements se reprécisent, mes nouveaux projets Twitch naissent. Après les live musique qui ont commencé au confinement d'octobre, nous voici sur un format lecture que j'espère être régulier si le format me plaît. Je ne connais pas trop mon endurance à la lecture longue de livres. Et pour des raisons de droit, je dois me contenter de livres qui sont dans le domaine public. Et donc nous allons commencer ici ce soir avec un livre d'Arthur Conan Doyle, une histoire de Sherlock Holmes, la toute première histoire de Sherlock Holmes qui s'appelle Une étude en rouge, qui a été du coup la base pour l'adaptation Une étude en rose, qui a été le premier épisode de la série Sherlock. Eh bien, c'est parti. Bonne aventure à toutes et à tous. Chapitre 1. Monsieur Sherlock Holmes. En 1878, reçu médecin à l'université de Londres, je me rendis à Netley pour suivre les cours prescrits aux chirurgiens de l'armée. Et là, je complétais mes études. On me désigna ensuite comme aide-major pour le 5e régiment, de fusiliers de Northumberland, en garnison aux Indes. Avant que j'eusse pu le rejoindre, la seconde guerre d'Afghanistan avait éclaté. En débarquant à Bombay, j'appris que mon corps d'armée s'était dégagé dans les défilés. Il avait même poussé très avant territoire ennemi. À l'exemple de plusieurs autres officiers dans mon cas, je partis à sa poursuite aussitôt. Et je parvins sans encombre à Kandahar. Abandonner les papiers, qui disait. Salut Tesca, j'en profite pour te dire bonjour, attends de rallumer la liseuse. Nous sommes repartis. Si la campagne procura des décorations et de l'avancement à certains, à moi elle n'apporta que déboire et malheur. On me détacha de ma brigade pour m'adjoindre au régiment de Berkshire. Ainsi je participai à la fatale bataille de Maiwand. Une balle m'atteignit à l'épaule et me fracassa l'os et frôla l'artère sous-clavière. Je n'échappai au sanguinaire Gazi que par le dévouement et le courage de mon ordonnance Murray. Il me jeta au travers d'un cheval de bas et me ramena dans nos lignes. Épuisé par les souffrances et les privations, je fus dirigé, avec un convoi de nombreux blessés, sur l'hôpital de Peshawar. Bientôt j'entrai en convalescence. Je me promenais déjà dans les salles et j'allais me chauffer au soleil sous la véranda, quand la fièvre entérique me terrassa. C'est le fléau de nos colonies indiennes. Des mois durant, on désespéra de moi. Enfin, je revins à la vie. Mais j'étais si faible, tellement amaigri, qu'une commission médicale décida de mon rapatriement immédiat. J'embarquai sur le transport Oronte et, un mois plus tard, je posai le pied sur la jetée de Portsmouth. Ma santé était irrémédiablement perdue. Toutefois, un gouvernement paternel m'octroya 9 mois pour l'améliorer. Je n'avais en Angleterre ni parents ni amis. J'étais aussi libre que l'air, autant du moins qu'on peut l'être avec un revenu quotidien de 9 shillings et 6 pence. Naturellement, je me dirigeai vers Londres, ce grand cloaque où se déversent irrésistiblement tous les flâneurs et tous les paresseux de l'Empire. Pendant quelque temps, je menai dans un hôtel privé du Strand une existence sans but et sans confort. Je dépensais très libéralement. À la fin, ma situation pécuniaire m'alarma. Je me vis en face de l'alternative suivante. Ou me retirer quelque part à la campagne, ou changer du tout au tout mon train de vie. C'est à ce dernier parti que je m'arrêtais. Et pour commencer, je résolus de quitter l'hôtel pour m'établir dans un endroit moins fashionable et moins coûteux. Le jour où j'avais mûri cette grande décision, j'étais allé prendre un verre au Criterion Bar. Quelqu'un me toucha l'épaule. Je reconnus l'ex-infirmier Stamford, que j'avais eu sous mes ordres, à Barts. Pour un homme réduit à la solitude, c'était vraiment quelque chose d'agréable que l'apparition d'un visage familier. Auparavant,
Stamford n'avait jamais été un réel ami, mais ce jour-là, je l'accueillis avec chaleur, et lui parallèlement parut enchanté de la rencontre. Dans l'exubérance de ma joie, je l'invitai à déjeuner au Holborn. Nous partîmes ensemble en fiacre. À quoi avez-vous donc passé le temps, Watson me demanda-t-il sans dissimuler son étonnement, tandis que nous roulions avec un bruit de ferraille à travers les rues encombrées de Londres. Vous êtes aussi mince qu'une latte et aussi brun qu'une noix. Je lui racontai brièvement mes aventures. Pauvre diable, fit-il avec compassion, après avoir écouté mon récit. Qu'est-ce que vous vous proposez de faire maintenant? Chercher un appartement, répondis-je. Peut-on se loger confortablement à bon marché? Voilà qui est étrange, dit mon compagnon. Vous êtes le second aujourd'hui à me poser cette question. Et qui était le premier? Un type qui travaille à l'hôpital, au laboratoire de chimie. Ce matin, il se plaignait de ne pas pouvoir trouver avec qui partager un bel appartement qu'il a déniché. Il est trop cher pour lui seul. Par Jupiter, m'écriai-je. S'il cherche un colocataire, je suis son homme. La solitude me pèse à la fin. Le jeune Stamford me regarda d'un air assez bizarre par-dessus son verre de vin. Si vous connaissez Sherlock Holmes, dit-il, vous n'aimeriez peut-être pas l'avoir pour compagnon. Pourquoi? Vous avez quelque chose à dire contre lui? Oh non, seulement il a des idées spéciales. Il s'est entiché de certaines sciences. Voilà. Autant que je puisse en juger, c'est un assez bon type. Il étudie la médecine, je suppose? Non, je n'ai aucune idée de ce qu'il fabrique. Je le crois ferré à glace sur le chapitre de l'anatomie, et c'est un chimiste de premier ordre, mais je ne pense pas qu'il ait jamais réellement suivi de cours de médecine. Il a fait des études décousues et excentriques. En revanche, il a amassé un tas de connaissances rares qui étonneraient les professeurs. Mais qu'est-ce qui l'amène au laboratoire? Vous ne lui avez jamais posé la question? Oh non, il n'est pas facile de lui arracher une confidence. Quoique, à ces heures, il soit assez expansif. J'aimerais faire sa connaissance, dis-je. Tant mieux s'il a des habitudes studieuses ou tranquilles. Je pourrais partager avec lui l'appartement. Dans mon cas, le bruit et la surexcitation sont comme contre-indiqués. J'ai eu ma bonne part en Afghanistan. Où pourrais-je trouver votre ami? Il est sûrement au laboratoire, répondit mon compagnon. Tantôt il fuit ce lieu pendant des semaines, tantôt il travaille du matin au soir. Si vous voulez, nous irons le voir après déjeuner. Volontiers, répondis-je. La conversation roula ensuite sur d'autres sujets. Du Holborn, nous nous rendîmes à l'hôpital. Chemin faisant, Stanford me fournit encore quelques renseignements. Si vous ne vous accordez pas avec lui, il ne faudra pas m'en vouloir, dit-il. Tout ce que je sais à son sujet, c'est que des rencontres fortuites au laboratoire ont pu m'apprendre. Mais puisque vous m'avez proposé l'arrangement, vous n'aurez pas à m'en tenir responsable. Si nous ne nous convenons pas, nous nous séparerons, voilà tout. Pourquoi vouloir dégager comme ça votre responsabilité, Stamford? Ajoutai-je en le regardant fixement. Vous devez avoir une raison. Laquelle? L'humeur du type est-elle si terrible? Parlez franchement. Il n'est pas facile d'exprimer l'inexprimable, répondit-il en riant. Holmes est un peu trop scientifique pour moi. Cela frise l'insensibilité. Il administrerait à un ami une petite pincée de l'alcaloïde le plus récent, non pas bien entendu par malveillance, mais simplement par esprit scientifique, pour connaître exactement les effets du poison. Soyons justes, il en absorberait lui-même, toujours dans l'intérêt de la science. Voilà sa marotte, une science exacte, précise. Ah, il y en a des pires, non? Oui, mais la sienne lui fait parfois pousser les choses un peu loin. Quand par exemple il bat, dans les salles de dissection, les cadavres à coups de canne, vous avouerez qu'elle se manifeste d'une manière pour le moins bizarre. Il bat les cadavres? Oui, pour vérifier si on peut leur faire des bleus. Je l'ai vu, de mes yeux vu. Et vous dites après qu'il n'étudie pas la médecine? Oh, Dieu sait quel est l'objet de ses recherches. Nous voici arrivés. Jugez l'homme par vous-même. Comme il parlait, nous enfilâmes un passage étroit et nous pénétrâmes par une petite porte latérale dans une aile du grand hôpital. Là, j'étais sur mon terrain. Pas besoin de guide pour me montrer le morne escalier de pierre et franchir le long corridor offrant sa perspective de murs blanchis à la chaux et de portes peintes en marron foncé. À l'extrémité du corridor, un couloir bas et voûté conduisait au laboratoire de chimie. C'était une pièce haute de plafond, encombrée d'innombrables bouteilles.
Ça et là dressaient de tables larges et un peu élevées, tout hérissées de cornues, d'éprouvettes et de petites lampes benzène à la flamme bleue vacillante. La seule personne qui s'y trouvait, courbée sur une table éloignée, paraissait absorbée par son travail. En entendant le bruit de nos pas, l'homme jeta un regard autour de lui. Il se leva d'un bond en poussant une exclamation de joie. Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Cria-t-il à mon compagnon en accourant une éprouvette à la main. J'ai trouvé un réactif qui ne peut être précipité que par l'hémoglobine. Sa physionomie n'aurait pas exprimé plus de ravissement s'il avait découvert une mine d'or. Docteur Watson, monsieur Sherlock Holmes, dit Stamford en nous présentant l'un à l'autre. Comment allez-vous? Dit-il cordialement. Il me serra la main avec une vigueur dont je ne l'aurais pas cru capable. Vous avez été en Afghanistan, à ce que je vois. Comment diable le savez-vous? Demandai-je avec étonnement. Ah, ça. Il rit en lui-même. La question du jour, reprit-il, c'est l'hémoglobine. Vous comprenez sans doute l'importance de ma découverte. Au point de vue chimique, oui, répondis-je. Mais au point de vue pratique. Mais, cher monsieur, c'est la découverte médico-légale la plus utile qu'on ait faite depuis des années. Ne voyez-vous pas qu'elle nous permettra de déceler infailliblement les taches de sang? Venez par ici. Dans son ardeur, il me prit par la manche et m'entraîna vers sa table de travail. Prenons un peu de sang frais, dit-il. Il planta dans son doigt un long poinçon et recueillit au moyen d'une pipette le sang de la piqûre. Maintenant, j'ajoute cette petite quantité de sang à 1 litre d'eau. Le mélange qui en résulte a, comme vous voyez, l'apparence d'eau pure. La proportion du sang ne doit pas être plus d'un millionième. Je ne doute pas, cependant, d'obtenir la réaction caractéristique. Tout en parlant, il jeta quelques cristaux blancs. Puis il versa quelques gouttes d'un liquide incolore. Aussitôt, le composé prit une teinte d'acajou sombre. En même temps, une lumière brunâtre se déposa. Ah ah s'exclama-t-il en battant des mains, heureux comme un enfant avec un nouveau jouet. Que pensez-vous de cela? Cela me semble une expérience délicate, répondis-je. Magnifique, magnifique. L'ancienne expérience par le Gaiacol était grossière et peu sûre. De même, l'examen au microscope des globules du sang, il ne sert à rien si les taches de sang sont vieilles de quelques heures. Or, que le sang soit vieux ou non, mon procédé s'applique. Si l'on avait inventé plus tôt, des centaines d'hommes actuellement en liberté de par le monde auraient depuis longtemps subi le châtiment de leurs crimes. En effet, murmurai-je, toutes les causes criminelles roulent là-dessus. Mettons que l'on soupçonne un homme d'un crime commis il y a plusieurs mois. On examine son linge et ses vêtements et on y décèle des taches brunâtres. Mais voilà, est-ce qu'il s'agit de sang, de boue, de rouille ou de fruits? Cette question a embarrassé plus d'un expert, et pour cause. Avec le procédé Sherlock Holmes, plus de problème. Au cours de cette tirade, ses yeux avaient jeté des étincelles. Il termina la main sur le cœur et s'inclina comme pour répondre aux applaudissements d'une foule imaginaire. Mes félicitations, dis-je, étonné de son enthousiasme. Prenez le procès de Von Bischoff, en Francfort. L'année dernière, reprit-il. À coup sûr, il aurait été pendu si l'on avait connu ce réactif. Il y a eu aussi Mason de Bradford, et le fameux Müller, et Lefebvre de Montpellier, et Sanson de la Nouvelle-Orléans. Je pourrais citer 20 cas où mon test aurait été probant. Vous êtes les annales ambulantes du crime, lança Stamford en éclatant de rire. Vous devriez fonder un journal, les nouvelles policières du passé. Ce serait une lecture très profitable, dit Sherlock Holmes en collant un petit morceau de taffetas gommé sur la piqûre de son doigt. Se tournant vers moi, avec un sourire, il ajouta « Il faut que je prenne des précautions, car je tripote pas mal de poison. » Il exhiba sa main. Elle était mouchetée de petits morceaux de taffetas et brûlée un peu partout par des acides puissants. « Nous sommes venus pour affaire, » dit Stamford. Il s'assit sur un tabouret et en poussa un autre vers moi. Mon ami, ici présent, cherche un logis. Comme vous n'avez pas encore trouvé de personne avec qui partager l'appartement, j'ai cru bon de vous mettre en rapport. Sherlock Holmes se parut enchanté. J'ai l'œil sur un appartement de Baker Street, dit-il. Cela ferait très bien notre affaire. L'odeur du tabac ne vous incommode pas, j'espère. Je fume moi-même le chip, répondit-il. Un bon point pour vous. Je suis toujours entouré de produits chimiques et à l'occasion, je fais des expériences. Ça ne vous gêne pas non plus.
Pas du tout. Voyons, quels sont mes autres défauts? Ah oui, de temps en temps, j'ai le cafard. Je reste plusieurs jours de suite sans ouvrir la bouche. Il ne faudra pas croire que je vous boude. Cela passera, si vous me laissez tranquille. À votre tour maintenant, qu'est-ce que vous avez à avouer? Il vaut mieux que deux types qui envisagent de vivre en commun connaissent d'avance le pire l'un de l'autre. L'idée d'être à mon tour sur la sellette m'amusa. J'ai un petit bulldog, dis-je. Je suis anti-bruit car mes nerfs sont ébranlés. Je me lève à des heures impossibles et je suis paresseux. En bonne santé, j'ai bien d'autres vices. Mais pour le moment, ceux que je viens d'énumérer sont les principaux. Faites-vous entrer le violon dans la catégorie des bruits fâcheux? Demanda-t-il avec anxiété. Cela dépend de l'exécutant, répondis-je. Un morceau bien exécuté est un régal divin, mais s'il l'est mal... Allons, ça ira, s'écria-t-il en riant de bon cœur. C'est une affaire faite, si, bien entendu, l'appartement vous plaît. Quand le visiterons-nous? Venez me prendre demain midi. Nous irons tout régler ensemble. C'est entendu, dis-je en lui serrant la main. À midi précis. Stamford et moi, nous le laissâmes au milieu de ces produits chimiques et nous marchâmes vers mon hôtel. Je m'arrêtai soudain et tourné vers lui. À propos, demandai-je. À quoi diable a-t-il vu que je revenais d'Afghanistan? Mon compagnon eut un sourire énigmatique. Voilà justement sa petite originalité, dit-il. Il a un don de divination extraordinaire. Plusieurs ont cherché, sans succès, à se l'expliquer. Ah, un mystère? À la bonne heure, dis-je en me frottant les mains. C'est très piquant. Je vous sais gré de nous avoir mis en rapport. L'étude de l'homme est, comme vous le savez, le propre de l'homme. Bah alors étudiez-le, dit Stamford en prenant congé de moi. Mais vous trouverez le problème épineux. Je parie qu'il en apprendra plus sur vous que vous n'en apprendrez sur lui. Au plaisir, Watson. Au plaisir, répondis-je. Je déambulai vers mon hôtel, fort intrigué par ma nouvelle relation. Chapitre 2. La science de la déduction. Nous nous sommes retrouvés le lendemain, comme il avait été convenu, et nous avons inspecté l'appartement du 221 Baker Street, 221 Baker Street, dont il avait parlé lors de notre rencontre. Le logis se composait de 2 confortables chambres à coucher et d'un seul studio, grand, bien aéré, gaiement meublé et éclairé par 2 larges fenêtres. L'appartement nous parut si agréable et le prix à 2 nous sembla si modéré que le marché fut conclu sur le champ et nous en prîmes possession immédiatement. Le soir même, je déménageai de l'hôtel avec tout ce que je possédais, et le lendemain matin, Sherlock Holmes me suivait avec plusieurs malles et valises. Un jour ou 2, nous nous sommes occupés à déballer et à arranger nos affaires du mieux possible. Cela fait, nous nous sommes installés tout doucement, et nous nous sommes accoutumés à notre nouveau milieu. Holmes n'était certes pas un homme avec qui il était difficile de vivre. Il avait des manières paisibles et des habitudes régulières. Il était rare qu'il fût encore debout après 10 heures du soir, et invariablement, il avait déjeuné et était déjà sorti avant que je ne me lève le matin. Parfois, il passait toute la journée au laboratoire de chimie. D'autres fois, c'était dans les salles de dissection, et de temps à autre, en de longues promenades qui semblaient le mener dans les quartiers les plus sordides de la ville. Rien ne pouvait dépasser son énergie quand une crise de travail le prenait. Mais, à l'occasion, une forme de léthargie s'emparait de lui, et pendant plusieurs jours de suite, il restait couché sur le canapé du studio, prononçant à peine un mot, bougeant à peine un muscle du matin au soir. En ces circonstances, j'ai remarqué dans ses yeux une expression si vide, si rêveuse que j'aurais pu le soupçonner de s'adonner à quelque narcotique, si la sobriété et la rectitude de toute sa vie n'eussent interdit une telle supposition. À mesure que les semaines s'écoulaient, l'intérêt et la curiosité avec lesquels je me demandais quel but il poursuivait devinrent peu à peu plus grands et plus profonds. Sa personne même et son aspect étaient tels qu'ils ne pouvaient pas ne pas attirer l'attention de l'observateur le plus fortuit. Il mesurait un peu plus d'1,80 m, mais il était si maigre qu'il paraissait bien plus grand. Ses yeux étaient aigus et perçants, excepté pendant ces intervalles de torpeur pendant lesquels je faisais allusion, et son mince nez aquilin
donnait à toute son expression un air de vivacité et de décision. Son menton proéminent et carré indiquait l'homme résolu. Ses mains étaient constamment tachées d'encre et de produits chimiques, et pourtant il avait une délicatesse extraordinaire du toucher, ainsi que j'avais eu fréquemment l'occasion de le constater en le regardant manipuler ces fragiles instruments. Il se peut que le lecteur me considère comme incorrigiblement indiscret quand j'avoue à quel point cet homme excitait ma curiosité, et combien de fois j'ai tenté de percer le silence qu'il observait à l'égard de tout ce qui le concernait. Avant de me juger, pourtant, qu'on se rappelle à quel point ma vie était alors sans objet, et combien peu de choses étaient capables de retenir mon attention. Ma santé m'empêchait de m'aventurer au dehors, à moins que le temps ne fût exceptionnellement beau. Je n'avais aucun ami qui vint me rendre visite et rompre la monotonie de mon expérience quotidienne. Dans ces conditions, j'accueillais avec empressement le petit mystère qui entourait mon compagnon, et je passais une grande partie de mon temps à m'efforcer de le résoudre. Il n'étudiait pas la médecine. Lui-même, en réponse à une question, m'avait confirmé l'opinion de Stamford à ce sujet. Il semblait n'avoir suivi aucune série de cours qui fussent de nature à lui valoir un diplôme dans une science quelconque ou lui ouvrir l'accès des milieux scientifiques. Et pourtant, son zèle pour certaines études était remarquable. Et, dans certaines limites, ses connaissances étaient si extraordinaires, vastes et minutieuses que ses observations m'ont bel et bien étonné. À coup sûr, nul homme ne voudrait travailler avec tant d'acharnement pour acquérir des informations si précises, s'il n'en avait en vue un but bien défini. Les gens qui s'instruisent à bâton rompu se font rarement remarquer par l'exactitude de leur savoir. Personne ne s'encombre l'esprit de petites choses sans avoir à cela de bonnes raisons. Son ignorance était aussi remarquable que sa science. De la littérature contemporaine, de la philosophie, de la politique, il paraissait ne savoir presque rien. Un jour que je citais Carlyle, il me demanda de la façon la plus candide qui ça pouvait être et ce qu'il avait fait. Ma surprise fut à son comble, pourtant, quand je découvris qu'il ignorait la théorie de Copernic et la composition du système solaire. Qu'un être humain civilisé, au XIXe siècle, ne sût pas que la Terre tournait autour du Soleil me parut être une chose si extraordinaire que je pouvais à peine le croire. Vous paraissez étonné, me dit-il, en soupirant de ma stupéfaction. Mais maintenant que je le sais, je ferai de mon mieux pour l'oublier. Pour l'oublier? Voyez-vous, je considère que le cerveau de l'homme est, à l'origine, comme une petite mansarde vide, et que vous devez y entasser tel meuble qui vous plaît. Un sot y entasse tous les fatras de toutes les sortes qu'il rencontre, de sorte que le savoir qui pourrait lui être utile se trouve écrasé, ou en mettant les choses au mieux, mêlé à un tas d'autres choses, si bien qu'il est difficile de mettre la main dessus. L'ouvrier adroit, au contraire, prend garde soin de ce qu'il met dans la mansarde de son cerveau. Il n'y veut voir que les outils qui peuvent l'aider dans son travail, mais il en possède un très grand assortiment, et tous sont rangés dans un ordre parfait. C'est une erreur de croire que dans cette petite chambre, il y a des murs élastiques et qu'elle peut s'étendre indéfiniment. Soyez-en sûrs, il vient un moment où, pour chaque nouvelle connaissance que nous acquérons, nous oublions quelque chose que nous savons. Il est donc de la plus haute importance de ne pas acquérir de notions inutiles qui chassent les faits utiles. Mais le système solaire, protestai-je, en quoi diable m'importe-t-il? Et sa voix était impatiente. Vous dites que nous tournons autour du soleil, mais si nous tournions autour de la lune, ça ne me ferait pas 2 liards de différence pour moi et pour mon travail. J'étais sur le point de lui demander ce que ce travail pouvait être, mais quelque chose dans sa manière me montra que la question ne serait pas bien accueillie. Je réfléchis toutefois à notre courte conversation et m'efforçai d'en tirer des déductions. Il m'avait dit qu'il ne voulait pas acquérir de connaissances qui ne soient pas sans rapport avec son travail. Par conséquent, toute la science qu'il possédait était susceptible de lui servir. J'énumérai, en pensée, les domaines divers dans lesquels il m'avait laissé voir qu'il était bien informé. Je pris même un crayon et les notai sur le papier. Quand j'eus terminé mon bilan, je ne pus m'empêcher de sourire. Les voici. Sherlock Holmes, ses limites. 1. Connaissance en littérature, néant. 2. Connaissance en philosophie, néant.
3. Connaissances en astronomie, néant. 4. Connaissances en politique, faible. 5. Connaissances en botanique, médiocre. Connaît bien la belladone, l'opium et les poisons en général. Ignore tout du jardinage. 6. Connaissances en géologie, pratique mais limitée. Dit au premier coup d'œil les différentes espèces de sol. Après certaines promenades, a montré les taches sur son pantalon et m'a dit, en raison de leur couleur et de leur consistance, dans quelle partie de Londres elles provenaient. 7. Connaissances en chimie, très fort. 8. Connaissances en anatomie, précis mais sans système. 9. Connaissances en littérature passionnelle, immense. Il semble connaître tous les détails de toutes les horreurs commises pendant ce siècle. 10. Joue bien du violon. 11. Est un maître de la canne, à la boxe et à l'épée. 12. Bonne connaissance pratique de la loi anglaise. Quand j'en fus arrivé là dans ma liste, de désespoir je la jetai au feu. Si je ne puis trouver ce que cet homme a en vue en faisant aller de fond toutes ses qualités, et si je suis incapable de découvrir une profession qui les requiert toutes, me dis-je, alors autant y renoncer de suite. Je vois que j'ai fait allusion plus haut à ses talents de violoniste. Son don sous ce rapport était très grand, mais aussi excentrique que tous les autres. Qu'il pût s'attaquer à des partitions difficiles, je le savais, parce que, à ma prière, il avait joué quelques Lieder de Mendelssohn, et de mes autres compositeurs favoris. Cependant, il ne consentait que rarement à jouer des morceaux connus. Le soir, renversé dans son fauteuil, il fermait les yeux, et, comme en pensant à autre chose, grattait son violon qu'il avait posé sur ses genoux. Parfois les cordes étaient sonores et mélancoliques, parfois fantasques et joyeuses. De toute évidence, elles reflétaient les pensées qui l'occupaient. Mais quant à savoir si la musique l'aidait à penser ou si le jeu était simplement le résultat d'un caprice ou d'une fantaisie, c'est plus que je ne saurais dire. J'aurais pu protester contre ces solos exaspérants, si cela ne s'était ordinairement terminé par une succession rapide de mes airs favoris, qui constituent en quelque sorte une légère compensation pour l'épreuve à laquelle ma patience était soumise. Pendant la première semaine, nous n'eûmes pas de visiteurs, et je commençais à croire que mon compagnon avait aussi peu d'amis que moi-même. Bientôt toutefois, je m'aperçus qu'il avait beaucoup de connaissances, et cela dans les classes les plus diverses de la société. Ce fut d'abord un petit bonhomme blême, à la figure de rat et aux yeux sombres, qui me fut présenté comme Monsieur Lestrade, qui vint 3 ou 4 fois dans la même semaine. Un matin, ce fut une jeune fille qui vint. Habillée à la dernière mode, elle s'attarda 1 heure, si ce n'est plus. L'après-midi du même jour amena un visiteur assez pauvrement vêtu. Il était grisonnant, ressemblait à un colporteur juif. Il me parut fort excité et fut suivi de très près par une femme déjà avancée en âge et tout à fait négligée. En une autre occasion, un monsieur à cheveux blancs eut avec lui une entrevue. Un autre jour vint un porteur de gare, dans son uniforme de velours. Quand l'un de ces indéfinissables visiteurs se présentait, Holmes me priait de le laisser disposer du studio, et je me retirai dans ma chambre. Il ne manquait jamais de s'excuser de me déranger ainsi. Il faut, disait-il, que cette pièce me serve de cabinet d'affaires. Ces gens sont mes clients. C'était une nouvelle occasion de lui demander de but en blanc de quelles affaires il s'agissait, mais mes scrupules m'empêchaient de forcer un homme à se confier à moi. Je m'imaginais alors qu'il avait de graves raisons de ne pas y faire allusion. Toutefois, il dissipa bientôt cette idée en abordant lui-même ce sujet. C'était, j'ai de bonnes raisons de m'en souvenir, le 4 mars. Ce jour-là, je m'étais levé un peu plus tôt que d'habitude, et j'avais constaté que Sherlock Holmes n'avait pas encore achevé son petit déjeuner. Notre hôtesse était tellement habituée à mes heures tardives qu'elle n'avait pas mis mon couvert ou préparé mon café. Avec une vivacité irréfléchie, j'agitai la sonnette et, assez sèchement, lui déclarai que j'étais prêt. Là-dessus, je pris sur la table une revue et essayai de lire pour passer le temps pendant que mon compagnon mangeait en silence ses rôties. Le titre d'un des articles de la revue avait été marqué d'un coup de crayon. Naturellement, je me mis à le parcourir. Sous un titre plutôt prétentieux, le livre de la vie, il essayait de montrer tout ce qu'un observateur pouvait apprendre d'un examen minutieux et systématique de tout ce qui se présentait à lui.
Le tout me parut un remarquable mélange de finesse et d'absurdité. Le raisonnement était serré, mais les déductions me paraissaient tirées par les cheveux et exagérées. L'auteur prétendait pénétrer les pensées les plus intimes d'un homme par une expression momentanée sur sa figure, par le mouvement d'un muscle, par un regard fugitif. Pour une personne rompue à observer et à analyser, l'erreur devenait quelque chose d'impossible. Ses conclusions étaient aussi infaillibles qu'autant de propositions d'Euclide. Ces résultats apparaissaient si étourdissants aux non-initiés que, tant qu'ils ne connaissaient pas la méthode pour les obtenir, ils pouvaient soupçonner leur auteur d'être sorcier. En partant d'une goutte d'eau, disait l'auteur, un logicien pourra en déduire la possibilité d'un océan Atlantique ou d'un Niagara, sans avoir vu l'un ou l'autre, sans même en avoir jamais entendu parler. Ainsi, toute la vie est une vaste chaîne dont la nature nous devient connue chaque fois qu'on nous en montre un seul anneau. Comme tous les autres arts, la science de la déduction et de l'analyse est un art qu'on ne peut acquérir que par une longue et patiente étude, et la vie n'est pas assez longue pour permettre à un seul homme, quel qu'il soit, d'atteindre à la plus haute perfection possible cet art. Avant de s'appliquer aux aspects moraux et mentaux de ce sujet, qui sont ceux qui présentent les plus grandes difficultés, le chercheur fera bien de commencer par résoudre les problèmes plus élémentaires. Quand il rencontre un homme, qu'il apprenne, rien qu'en le regardant, à connaître l'histoire de cet homme, la profession, son métier. Tout puéril que cet exercice puisse paraître, il aiguise les facultés d'observation et il vous apprend où l'on doit regarder et ce que l'on doit chercher. Les ongles d'un homme, les manches de son vêtement, les genoux de son pantalon, les callosités de son index et de son pouce, ses manchettes, son attitude, toutes ces choses révèlent nettement le métier d'un individu. Il est presque inconcevable que, si tous ces éléments sont réunis, ils ne suffisent pas pour éclairer le chercheur expérimenté. Quel impossible fatras criai-je en rejetant la revue sur la table. Je n'ai de ma vie jamais lu de telle sornette. Qu'est-ce que c'est dit Sherlock Holmes. Eh bien, cet article. Je vois que vous l'avez lu, puisque vous l'avez marqué. Je ne nie pas qu'il soit bien écrit, mais il m'irrite tout de même. Il est évident que c'est une théorie bâtie par un oisif qui, dans un fauteuil, dans son cabinet de travail, déroule gentiment tous ces petits paradoxes. J'aimerais le coincer dans un wagon de seconde classe du métro pour lui demander de me dire les métiers de tous les voyageurs. J'engagerais avec lui un pari à 1000 contre 1. Vous perdiez votre argent. Quant à l'article, j'en suis l'auteur. Vous ? Oui. L'observation et la déduction, j'ai un faible pour ces deux choses-là. Les théories que j'ai formulées là, et qui vous semblent si chimériques, sont, en réalité, extrêmement pratiques. Si pratiques que j'en dépends pour mon pain et mon sel. En quoi ? Dis-je involontairement. Eh bien, j'ai un métier qui m'est propre. Je suppose que je suis son seul adepte au monde. Je suis détective consultant. Si vous pouvez comprendre ce que c'est. Ici à Londres, nous avons des quantités de détectives officiels, des quantités de détectives privés. Quand ces gens-là se mettent en défaut, ils viennent à moi, et je m'arrange pour les remettre sur la bonne piste. Ils m'exposent les faits, les témoignages, et je peux, en général, grâce à ma connaissance de l'histoire criminelle, leur indiquer la bonne voie. Il y a une forte ressemblance de famille entre tous les méfaits. Et si on possède sur le bout des doigts les détails d'un millier de crimes, il est bien extraordinaire qu'on ne puisse se débrouiller du 1001e. Lestrade est un détective bien connu. Dernièrement, il s'est fourvoyé à propos d'une histoire de faux. Et c'est ce qui l'a amené ici. Et les autres ? Ils me viennent pour la plupart d'agences de recherche privées. Ce sont des gens qui se trouvent dans l'embarras pour une chose ou une autre et qui ont besoin d'être renseignés. D'y voir plus clair. J'écoute leur histoire, ils écoutent mes conseils et j'empoche mes honoraires. Mais vous ne prétendez pas que, sans quitter votre chambre, vous puissiez résoudre ces difficultés à quoi d'autre personne n'a pu rien comprendre, alors qu'eux ont tout vu. Exactement. J'ai sous ce rapport une sorte d'intuition. De temps en temps, il se présente un cas plus compliqué, alors il faut que je me démène un petit peu, que je vois les choses de mes propres yeux. Vous comprenez, j'ai énormément de connaissances spéciales que j'applique aux problèmes et qui me facilitent étonnamment les choses. Les règles de déduction exposées dans l'article, qui vient de provoquer votre mépris, me sont d'une valeur inestimable dans la pratique. L'observation chez moi est une seconde nature. Vous avez paru surpris quand, à notre première rencontre, je vous ai dit que vous reveniez de l'Afghanistan.
On vous l'avait dit, sans doute. Pas du tout. Je savais que vous reveniez d'Afghanistan. Par la suite d'une longue habitude, toute une série de pensées m'a si rapidement traversé l'esprit que je suis arrivé à cette conclusion sans avoir eu conscience des étapes intermédiaires. Ces étapes existent pourtant. Mon raisonnement coordonné, le voici. Ce gentleman est du type médecin, mais il a l'air d'un militaire, sûrement un major. Il revient des tropiques car son visage est très brun, mais ce n'est pas la couleur naturelle de sa peau puisque ses poignets sont blancs. Il a enduré des privations, il a été malade, son visage l'indique clairement. Il a été blessé au bras, à en juger par la raideur peu naturelle de celui-ci. Dans quelle partie des tropiques un major de l'armée anglaise peut-il avoir subi tant de privations et avoir été blessé au bras? Évidemment en Afghanistan. Tout cet enchaînement de pensées n'a pas pris une seconde, et je vous ai fait cette remarque alors que vous veniez de l'Afghanistan. Et vous n'avez pas été étonné. Expliquer ainsi, c'est assez simple, dis-je en souriant. Vous me rappelez le Dupin de Poe. Je ne supposais pas qu'un type de ce genre existait en dehors des romans. Sherlock Holmes se leva et alluma sa pipe. Sans doute croyez-vous me faire un compliment en me comparant à Dupin? Or, à mon avis, Dupin était un être très inférieur. Cette façon qu'il avait de deviner les pensées de ses amis après un quart d'heure de silence est très prétentieuse et superficielle. Il avait sans doute un certain génie de l'analyse, mais il n'était nullement un phénomène comme Poe semble l'imaginer. Avez-vous lu les ouvrages de Gaboriau? Lecoq approche-t-il votre idée d'un détective? Sherlock Holmes eut un mouvement ironique. Lecoq, dit-il d'un ton irrité. Lecoq était un gaffeur. Il n'avait qu'une chose en sa faveur, son énergie. Ce livre m'a positivement rendu malade. Il s'agissait d'identifier un prisonnier inconnu. Je l'aurais fait, moi, en 24 heures. Lecoq y a mis un mois, ou presque. Cet ouvrage pourrait constituer, à l'usage des détectives, un livre élémentaire destiné à leur apprendre ce qu'il faut éviter. Je ressentais quelque indignation de voir maltraiter deux personnages que j'avais admirés. Je m'avançai jusqu'à la fenêtre et restai là, à regarder la rue affairée, en pensant « Ce garçon-là est peut-être très fort, mais il est certainement très fat. » « Il n'y a pas de crime et de criminel de nos jours, dit-il d'un ton de regret. À quoi cela sert-il d'avoir un cerveau dans notre profession? Je sais bien que j'ai en moi ce qu'il faut pour que mon nom devienne célèbre. Il n'y a aucun homme, il n'y a jamais eu un qui ait apporté une telle somme d'études et de talent naturel à la déduction du crime. Quel en est le résultat? Il n'y a pas de crime à découvrir, tout au plus quelques maladroites crapuleries avec des motifs si transparents que même un agent de Scotland Yard y voit clair tout de suite. Sa manière prétentieuse continuait de m'ennuyer. Je crus qu'il valait mieux changer de sujet de conversation. Je me demande ce que cherche ce type, là-bas, demandai-je, désignant un grand individu habillé simplement, qui suivait l'autre côté de la rue, examinant anxieusement les numéros. Il tenait à la main une grande enveloppe bleue, et de toute évidence portait un message. « Vous parlez de cet agent d'infanterie de marine » dit Sherlock Holmes. Prétention et vantardise, pensai-je à part moi. Il sait bien que je ne peux vérifier ce qu'il prétend deviner. Cette pensée m'avait à peine passé par la tête que l'homme que nous regardions, apercevant le numéro de notre maison, traversa la rue en courant. Nous entendîmes frapper bruyamment à la porte d'entrée, puis une grosse voix, et enfin des pas lourds qui montaient l'escalier. « Pour monsieur Sherlock Holmes » dit-il en entrant dans notre studio et en tendant la lettre à mon ami. Une occasion se présentait de rabattre un peu la vanité de Holmes, qui ne la prévoyait guère depuis tout à l'heure, quand il se livrait à ses conjonctures hasardeuses. « Puis-je vous demander, mon brave, dis-je doucement, quel est votre métier ?»« Commissionnaire, monsieur, dit-il d'une voix brusque. Mon uniforme est en réparation. »« Et qu'est-ce que vous faisiez avant ?» Ce disant, je regardai malicieusement mon compagnon. « Sergent, monsieur. Dans l'infanterie de marine. »« Pas de réponse, monsieur ? Parfait. » Il fit claquer ses talons l'un contre l'autre, leva la main pour nous saluer, et disparut. Chapitre 3. Le mystère de Lauriston Gardens. Cette preuve toute fraîche que les théories de mon compagnon étaient applicables m'ébranla. Du même coup, crut mon respect pour sa puissance d'analyse.
Toutefois, je me demandais encore si tout cela n'avait pas été préparé pour m'éblouir. Mais quel intérêt aurait Sherlock Holmes à m'en imposer de la sorte? Je le regardais. Il avait fini de lire la lettre et ses yeux avaient pris une expression vague, terne, qui marquait chez lui la préoccupation. Comment diable avez-vous pu deviner ça demandai-je. Devinez quoi fit-il sans aménité. Eh bien, qu'il était sergent de marine à la retraite. Oh, je n'ai pas de temps à perdre en bagatelle, répondit-il avec brusquerie, avant d'ajouter dans un sourire. Excusez ma rudesse, vous avez rompu le fil de ma pensée. Mais c'est peut-être aussi bien. Ainsi donc, vous ne voyez pas que cet homme était un sergent de marine? Non, certainement pas. Décidément, l'explication de ma méthode me coûte plus que son application. Si l'on vous demandait de prouver que 2 et 2 font 4, vous seriez peut-être embarrassé, mais cependant vous êtes sûr qu'il en est ainsi. Malgré la largeur de la rue, j'avais pu voir une grosse encre bleue tatouée sur le dos de la main du gaillard. Cela sentait la mer. Il avait la démarche militaire et les favoris réglementaires. C'était, à n'en pas douter, un marin. Il avait un certain air de commandant et d'importance. Rappelez-vous son port de tête et le balancement de sa canne. En outre, son visage annonçait un homme d'âge moyen, sérieux et respectable. Tous ces détails m'ont amené à penser qu'il était sergent. C'est merveilleux, m'écriai-je. L'enfance de l'art, dit Holmes, mais d'un air qui me parut trahir sa satisfaction devant ma surprise et mon admiration manifeste. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y avait plus de criminels. J'avais tort, à ce qu'il paraît. Voyez plutôt. Il me lança la lettre apportée par le commissaire. C'est épouvantable, m'écriai-je après avoir parcouru quelques lignes. Voilà qui semble, en effet, sortir de l'ordinaire, dit-il avec sang-froid. Auriez-vous l'obligeance de me relire la lettre à haute voix? Voici la lettre. Cher monsieur Sherlock Holmes, il y a eu une triste affaire au numéro 3 de Lauriston Gardens, qui aboutit à Brixton Roads. Vers 2 heures du matin, notre agent de service vit une lumière dans la maison. Ce fait éveilla ses soupçons, car il s'agit d'une maison inhabitée. Il trouva la porte ouverte, et dans la pièce de devant, qui est sans meubles, il découvrit la dépouille mortelle d'un individu bien mis. Ayant dans sa poche des cartes au nom d'Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, USA. Il n'y a pas eu de vol, et il n'y a pas non plus eu d'indice qui nous révèle la façon dont cet homme a trouvé la mort. On a relevé des traces de sang dans la pièce, mais le cadavre ne porte aucune blessure. Nous ne nous expliquons pas sa présence dans cette maison vide. En fait, cette affaire est un casse-tête. Si vous pouvez venir sur les lieux avant midi, vous m'y trouverez. En attendant votre réponse, j'ai laissé tout comme c'était. Si vous ne pouvez pas venir, je vous communiquerai de plus amples détails. Vous m'obligeriez beaucoup en me réservant la faveur de me dire votre opinion. Agréé, cher monsieur, etc. Tobias Gregson. Gregson est le meilleur limier de Scotland Yard, dit mon ami. Lui et Lestrade sont le dessus du panier. Ce qui ne veut pas dire qu'ils valent grand-chose. Rapides et énergiques, ils sont en revanche routiniers de façon scandaleuse. Par-dessus le marché, ils travaillent à couteau tiré, jaloux l'un de l'autre comme des vedettes. L'affaire ne manquera pas de piquant si on les lance tous deux sur la piste. Sa tranquillité me renversait. Je m'écriai « Vous n'avez pas un moment à perdre. Faut-il aller vous faire chercher un fiacre ?»« Je ne sais pas encore si j'irai là-bas. » Il n'y a pas plus paresseux que moi, du moins quand la flemme me prend. D'autres fois, je suis assez allant. Mais c'est la chance de votre vie, Holmes. Bah. En supposant que je tire la chose au clair, vous pouvez être sûr que Gregson, Lestrade et consorts s'en attribueront tout le mérite. C'est l'inconvénient de ne pas être un personnage officiel. Mais Gregson mendie votre aide, en effet. Il reconnaît que je suis supérieur. Il me l'avoue bien dans le tête-à-tête. Mais il s'arracherait la langue plutôt que d'en convenir en présence d'un tiers. Allons quand même voir. Je ferai ma petite enquête personnelle. Si je n'y trouve pas mon compte, du moins je m'amuserai aux dépens de mes collègues. En route! Chez lui succéda soudain sa flemme un accès d'activité. Il sauta sur son par-dessus, puis « Prenez votre chapeau », dit-il. « Vous voulez bien de moi ?»« Bah oui, si vous n'avez rien de mieux à faire. » L'instant d'après, nous roulions ensemble à allure vertigineuse vers Brixton Road. La matinée était brumeuse, nuageuse. Le voile brun foncé
qui enveloppait les toits des maisons semblait le reflet des rues pleines de boue. Mon compagnon était en verve. Il discourait sur les violons de Crémone, sur les mérites relatifs du Stradivarius et de l'Amati. Quant à moi, je restais silencieux, déprimé par le temps maussade comme par la lugubre affaire où nous nous engagions. À la fin, j'interrompis Holmes au milieu de sa dissertation. « Vous ne semblez pas beaucoup penser à l'affaire. »« Faute de données, répondit-il. Chercher une explication avant d'en connaître tous les faits est une erreur capitale. Le jugement s'en trouve faussé. »« Vous aurez bientôt vos données, dis-je, car nous arrivons à Brixton Road. Voici la maison, si je ne me trompe. » En effet. Conducteur, arrêtez-nous. Nous en avions encore pour une centaine de mètres, mais il insista pour descendre tout de suite. Nous fîmes à pied le reste du trajet. Le numéro 3 de Lauriston Gardens offrait un aspect sinistre et menaçant. C'était une des 4 maisons qui se dressaient en retrait à quelque distance de la rue. 2 d'entre elles étaient encore habitées. Les 2 autres étaient vides. La dernière avait 3 rangées de fenêtres sans rideaux, mélancoliques, nues, désolées. Ici et là, sur les vitres sales, s'étalait un écriteau « à louer ». Un petit jardin parsemé de touffes de plantes malingres séparait chaque maison de la rue. Il était traversé par une allée étroite de couleur jaunâtre, mélange d'argile et de gravier. La pluie tombée pendant la nuit avait tout détrempé. Le jardin était bordé par un mur de briques, haut d'1 mètre et muni d'une balustrade en bois. À ce mur était adossé un robuste agent de police, entouré d'un petit groupe de badauds qui allongeaient le cou et écarquillaient les yeux dans le vain espoir de surprendre quelque chose de l'enquête menée à l'intérieur. Je m'étais imaginé que Sherlock Holmes s'engouffrerait dans la maison pour se plonger aussitôt en plein mystère. Au contraire, il prit un air insouciant qui, en la circonstance, frisait l'affectation. Nonchalamment, il arpenta le trottoir, effleurant du regard le sol, le ciel, les maisons d'en face, la balustrade. Puis il descendit l'allée, ou plutôt la bordure d'herbe qui longeait l'allée, les yeux rivés au gazon. Il s'arrêta à 2 reprises. Une fois, je l'entendis pousser un cri de joie. Le sol humide et argileux avait conservé les empreintes de plusieurs pas. Mais, comme les policiers, dans leurs allées et venues, l'avaient foulé tant et plus, je ne pouvais m'expliquer que mon compagnon pût encore espérer quelques révélations. Toutefois, je savais que, là où moi je n'apercevais rien, lui distinguait une foule de choses. Il m'avait déjà donné une preuve extraordinaire de l'acuité de son regard. À la porte d'entrée, un homme de haute taille nous accueillit. Il avait un visage blafard et les cheveux de couleur lin. Il tenait à la main un calepin, et se précipita et serra avec reconnaissance la main de mon compagnon. « Oh, c'est vraiment chic à vous d'être venu, dit-il. J'ai laissé tout intact. »« À part le jardin, » répondit mon ami en désignant l'allée. « Un troupeau de bisons n'aurait pas pu faire plus de dégâts. J'espère que vous avez pris la précaution d'examiner le terrain avant d'autoriser vos hommes à le piétiner. »« C'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses à faire là-dedans, » répondit évasivement le détective. Mon collègue, M. Lestrade, est sur les lieux. J'avais pensé qu'il s'en chargerait. Holmes jeta un coup d'œil, puis, relevant les sourcils, « Quand 2 hommes tels que vous et Lestrade sont sur le même terrain, dit-il ironiquement, que reste-t-il à faire à un 3e » Et Gregson se frotta les mains, content de lui-même. « J'estime que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, répondit-il. Mais c'est un cas étrange, et je connais votre goût pour ce genre d'affaires. » Vous n'êtes pas venu en fiacre ? Demanda Sherlock Holmes. Non. Et Lestrade ? Non plus. Alors allons voir la chambre. Sur cette conclusion inattendue, il pénétra à grands pas dans la maison, suivi de Gregson, étonné. Un petit corridor au plancher nu et poussiéreux conduisait à la cuisine et à l'office. À gauche et à droite, il y avait 2 portes. L'une était apparemment fermée depuis plusieurs semaines. L'autre donnait sur la salle à manger, la pièce même où s'était accompli le crime. Holmes y pénétra et je le suivis. Non sans appréhension. C'était une grande chambre carrée que l'absence de tout meuble agrandissait encore. Un vulgaire papier peint tendait les murs, souillés de taches d'humidité. Par places, il pendait en longues déchirures qui laissaient à découvert le plâtre jaune. En face de la porte était une cheminée prétentieuse.
À un bout de la tablette en faux marbre blanc, on avait planté une bougie rouge. L'unique fenêtre, très sale, filtrait une lueur trouble et incertaine qui faisait apparaître gris foncé toutes les choses, du reste ensevelies sous une épaisse couche de poussière. Ces détails, je les observai un peu plus tard. Mon attention fut d'abord captée par la forme humaine sinistrement immobile qui gisait sur le parquet. Grands ouverts, les yeux vides regardaient avec fixité le plafond déteint. C'était le cadavre d'un homme, d'environ 43-44 ans, de taille moyenne, large d'épaules, avec des cheveux noirs et crépus et une barbe de 3 jours. Il portait un habit et un gilet de drap épais et un pantalon clair. Son col et ses manchettes étaient une blancheur immaculée. Un chapeau haut de forme, bien brossé et lustré, était posé sur le parquet, à côté de lui. Ses mains étaient crispées et ses bras étendus, tandis que les membres inférieurs étaient entrecroisés. L'agonie avait dû être douloureuse. Son visage rigide conservait une expression d'horreur. Je crus y lire la haine aussi. Une grimace méchante, un front bas, un nez épaté, une mâchoire avancée donnaient à la victime une apparence simiesque. Sa posture insolite, recroquevillée, accusait encore davantage cette ressemblance. Il m'a été donné de voir la mort sous bien des aspects. Mais elle ne m'est jamais apparue plus effroyable que dans cette maison macabre qui donnait sur l'une des artères principales de la banlieue de Londres. Lestrade, mince de taille, la mine chafouine, se tenait près de la porte. Il nous salua. « Cette affaire fera sensation, dit-il. Elle passe tout ce que j'ai vu, et pourtant je ne suis plus un nouveau-né. »« Toujours pas d'indice » s'enquit Gregson. « Toujours pas » répondit Lestrade en écho. Sherlock Holmes s'approcha du corps. Il s'agenouilla et l'examina attentivement. « Vous êtes sûr qu'il n'a pas été blessé ?» demanda-t-il en montrant du doigt autour les caillots et éclaboussures de sang. « Absolument !» s'exclamèrent ensemble les deux détectives. « Il faut donc que ce sang appartienne à un autre individu. Au meurtrier, si meurtre il y a. Ça me rappelle les circonstances qui ont accompagné la mort de Van Jensen à Utrecht en 1834. Vous vous souvenez de cette affaire, Gregson ? Non, je ne m'en souviens pas. Eh bien, informez-vous, vous ne perdrez pas votre temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est a déjà été. » Tandis que Sherlock Holmes parlait, ses longs doigts agiles voltigeaient ici, là, partout. Il palpait, pressait, déboutonnait, fouillait. Entre-temps, ses yeux avaient l'air lointain que j'avais déjà remarqué. L'examen fut fait avec une minutie qu'on n'aurait pas soupçonnée, tant il avait été rapide. Pour finir, il flaira les lèvres du mort. Puis jeta un coup d'œil sur les semelles de ses chaussures vernies. « On ne l'a pas changé de place ?» demanda-t-il. « On l'a remué seulement pour l'examiner. »« Vous pouvez le porter à la morgue, » dit Sherlock Holmes. « Il ne peut plus rien m'apprendre. » Gregson avait à sa disposition une civière et 4 hommes. Ceux-ci arrivèrent à son appel. Ils soulevèrent le cadavre et l'emportèrent. Au moment où ils l'enlevaient, une bague tomba avec un son clair et roula sur le parquet. Lestrade s'en saisit, l'examina, l'air perplexe. « Il y a une femme ici !» s'exclama-t-il. « C'est l'alliance d'une femme !» Pour nous faire voir l'objet, tout en parlant, il avait posé sur la paume de sa main. Nous fîmes cercle autour de lui, tout yeux. Ce petit anneau en or avait, à n'en pas douter, jadis orné le doigt d'une mariée. « Oh, cela complique les choses, » dit Gregson. « Elles étaient pourtant assez compliquées comme ça. » N'en sont-elles pas plutôt simplifiées ? Dit Holmes. Rien ne sert de rester les yeux rivés sur la bague. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans les poches de la victime ? Mais tout est là, répondit Gregson, pointant du doigt les objets en tas sur la dernière marche de l'escalier. Une montre en or, numéro 97-16-3, par Barrow, de Londres. Une chaîne giletière en or très lourde et très solide, une bague d'or avec une devise maçonnique, une épingle d'or à tête de bulldog avec des yeux de rubis, un porte-cartes en cuir de Russie, contenant les cartes d'Enoch J. Drebber de Cleveland, auxquelles correspondent les initiales EJD du linge. Pas de bourse, mais de l'argent, 16 livres et 13 shillings.
Il y a encore une édition de poche du Décaméron portant sur la feuille de garde le nom de Joseph Strangerson. Et enfin 2 lettres. L'une est adressée à E.J. Dreber et l'autre à ce Joseph Strangerson. À quelle adresse? American Exchange, Strand, poste restante. Les 2 lettres proviennent de la compagnie de navigation à vapeur Guillon. Et il est question des départs de leur bateau de Liverpool. Et il est clair que ce malheureux se disposait à repartir pour New York. Avez-vous fait des recherches au sujet de Strangerson? Immédiatement, dit Gregson. J'ai envoyé des avis à tous les journaux, et un de mes hommes est allé à l'American Exchange, et il n'est pas encore revenu. Est-ce que vous avez câblé Cleveland? Ce matin même. Comment avez-vous rédigé votre demande? Nous avons tout simplement exposé les circonstances et dit que nous accueillerions avec reconnaissance tout renseignement pouvant nous être utile. Vous n'avez pas insisté sur un renseignement capital? Stangerson? J'ai demandé qui il est. C'est tout? N'y a-t-il pas un fait sur lequel repose toute l'affaire? Ne câblerez-vous pas de nouveau? J'ai dit ce que j'avais à dire, répondit Gregson, prenant un air offensé. Sherlock Holmes rit sous cape. Il s'apprêtait à faire une observation quand Lestrade, il était rentré dans la chambre tandis que nous en causions dans le vestibule, réapparut de la scène en se frottant les mains avec suffisance. Monsieur Gregson, dit-il, je viens de découvrir une chose de la plus grande importance. Elle serait passée inaperçue si je n'avais pas examiné soigneusement les murs. Les yeux du petit homme jetaient des étincelles. Il contenait à peine sa joie de damer le pion à un collègue. Venez, fit-il en retournant avec empressement dans la chambre, dont l'atmosphère semblait purifiée depuis l'enlèvement du cadavre. Bon, maintenant, restez là. Il frotta une allumette contre sa semelle et l'éleva contre le mur. Regardez, s'écria-t-il triomphalement. J'avais remarqué que le papier s'était décollé par endroits. Dans ce coin de la chambre, un grand morceau décollé faisait à découvert un carré de plâtre jaune. En travers de cet espace nu, on avait griffonné en lettres de sang ce seul mot. Rache. R-A-C-H-E. Qu'est-ce que vous pensez de ça? S'écria le détective. Nous ne l'avions pas vu parce que c'était dans le coin le plus sombre. Personne n'avait pensé à regarder par là. L'assassin a écrit avec son propre sang. Vous voyez cette traînée qui a dégouliné le long du mur? En tout cas, toute hypothèse de suicide se trouve écartée désormais. Et pourquoi avoir choisi ce coin? Je vais vous le dire. Vous voyez cette bougie sur la cheminée? Elle était allumée. Ce coin qui est maintenant dans la partie la plus obscure se trouvait alors la plus éclairée. Et quel sens prêtez-vous à votre trouvaille? Demanda Gregson d'un ton dédaigneux. Quel sens? Eh bien, on allait écrire Rachel, mais on a été dérangé. Retenez ce que je vous dis, quand on aura éclairci cette affaire, on saura qu'une femme prénommée Rachel était dans le coup. Riez, riez, monsieur Sherlock Holmes. Vous pouvez être brillant et astucieux, mais à la fin, on s'apercevra que le vieux limier est encore le meilleur. Je vous demande bien pardon, dit mon compagnon qui avait irrité le petit homme en pouffant de rire. Sans conteste, le mérite de cette découverte vous revient, comme vous le dites. Tout prouve que l'inscription a été faite par l'autre acteur du crime. Je n'ai pas encore eu le temps d'examiner la chambre, mais si vous m'y autorisez, je vais le faire à présent. Tout en parlant, il sortit brusquement de sa poche un mètre en ruban et une grosse loupe ronde. Muni de ces 2 instruments, il trotta sans bruit dans la pièce. Il s'arrêtait, repartait. De temps à autre, il s'agenouillait, et même une fois, il se coucha à plat ventre. Il semblait avoir oublié notre présence, monologuait sans cesse à mi-voix. C'était un feu roulant ininterrompu d'exclamations, de murmures, de sifflements, de petits cris d'encouragement et d'espoir. Il me rappelait invinciblement un chien courant de bonne race et bien dressé, qui s'élance à droite, puis à gauche à travers le hallier, qui, dans son énervement, ne s'arrête de geindre que lorsqu'il retrouve la trace. Pendant plus de 20 minutes, Holmes poursuivit ses recherches. Il mesurait avec le plus grand soin l'espace qui séparait 2 marques invisibles pour moi, et de temps à autre, tout aussi mystérieusement, il appliquait son mètre contre le mur. À un endroit du parquet, il mit avec précaution un peu de poussière en tas, puis la recueillit dans une enveloppe. Finalement, avec la plus grande minutie, il étudia à la loupe chaque lettre du mot inscrit sur le mur. Cela fait, il parut satisfait, remit dans sa poche le mètre et la loupe. On a dit que le génie n'est qu'une longue patience, dit-il en souriant.
Ce n'est pas très exact, mais cela s'applique assez bien au métier de détective. Gregson et Lestrade avaient observé les manœuvres de l'amateur avec beaucoup de curiosité et un peu de mépris. Ils ne se rendaient évidemment pas compte du fait qui m'apparaissait enfin. Les plus petites actions de Sherlock Holmes se tendaient toutes vers un but défini et pratique. Quel est votre avis demandèrent ensemble les deux hommes. Si j'étais censé vous venir en aide, messieurs, je vous volerais le crédit que vous devez tirer de cette affaire. N'importe qui serait malvenu d'intervenir dans une enquête que vous avez si bien menée jusqu'à présent. Ces paroles sentaient le sarcasme d'une lieue. Si vous voulez me tenir au courant de vos recherches, ajouta-t-il, je serai heureux de vous apporter toute l'aide possible. Entre-temps, j'aimerais parler à l'agent qui a découvert le corps. Pouvez-vous me donner son nom et son adresse? Lestrade consulta un calepin. John Rance, dit-il. Il n'est pas en service pour le moment. Vous le trouvez au 46 Audley Court, Kensington Park Gate. Holmes nota l'adresse. Venez, docteur, dit-il. Nous allons voir John Rance. Puis, se tournant vers les deux détectives, je vais vous dire quelque chose qui pourra vous être utile. Il y a eu un assassinat. Le meurtrier est un homme. Il a plus d'1,80 m, il est dans la force de l'âge. Pour sa taille, il a de petits pieds. Il porte des brodequins à talons carrés, il fume des cigares de Chirnipoli. Il est venu ici, avec sa victime, dans un fiacre, tiré par un cheval qui avait 3 vieux fers et un œuf à la patte antérieure droite. Selon toute probabilité, le meurtrier a un visage haut en couleur, les ongles de sa main droite sont remarquablement longs. Je vous ne donne que ces quelques indications, mais elles pourront vous être utiles. Lestrade et Gregson s'entre-regardèrent avec un sourire incrédule. Si cet homme avait été assassiné, comment l'a-t-il été demanda le premier. Empoisonné, dit Sherlock Holmes d'un ton péremptoire avant de s'éloigner. Arrivé à la porte, il se retourna. Autre chose. Sachez, Lestrade, que Rache est un mot allemand qui signifie vengeance. Ne perdez donc pas votre temps à chercher une mademoiselle Rachel. Avec cette flèche de part, il sortit, laissant ses deux rivaux bouche bée. Chapitre 4. Ce que John Rance avait à dire. Il était 1 heure quand nous quittâmes Lauriston Gardens. Je suivis Sherlock Holmes au bureau de poste le plus près. Il expédia une longue dépêche, puis il héla un fiacre et donna au conducteur l'adresse de John Rance. Rien de tel que les renseignements de première main, dit-il. Mon opinion est déjà faite, mais il est prudent de chercher à tout connaître. Vous m'ahurissez, Holmes, dis-je. Certainement, vous n'êtes pas aussi sûr que vous le prétendez de tous les détails que vous leur avez fournis. Pas d'erreur possible, répondit-il. La première chose que j'ai remarquée en arrivant, c'est que les roues d'une voiture avaient creusé 2 ornières près de la bordure du trottoir. Or, jusqu'à la nuit dernière, nous n'avions pas eu de pluie depuis 1 semaine. Par conséquent, les roues qui ont laissé une empreinte si profonde ont dû y passer la nuit dernière. Il y avait aussi des marques de sabots. Le dessin de l'un d'eux était plus net. Le fer était donc neuf. Puisque le fiacre était là quand il pleuvait, et que, d'après Gregson, on ne l'avait pas revu dans la matinée, il faut donc qu'il ait amené de nuit ces 2 individus. Ah, cela est simple, dis-je. Mais la taille du meurtrier. La taille d'un homme, 9 fois sur 10, se déduit par la longueur de ses enjambées. C'est un calcul assez facile, et je ne veux pas vous ennuyer avec des chiffres. Les pas du meurtrier se voyaient dehors dans la boue et à l'intérieur dans la poussière. Et j'ai eu un moyen de vérifier mon calcul. Quand un homme écrit sur le mur, il le fait d'instinct au niveau des yeux. Or, l'inscription était à un peu plus d'1,80 m du sol. Un jeu d'enfant. Et son âge demandai-je. Eh bien, un homme ne peut pas être tout à fait vieux s'il enjambe facilement 1,30 m. C'était la largeur d'une flaque d'eau dans le jardin. Les chaussures vernies l'avaient contourné et les chaussures carrées l'avaient sauté. Rien de mystérieux là-dedans. J'applique tout simplement les choses de la vie, quelques-unes des règles d'observation et de déduction que j'ai préconisées dans mon article. Quelque chose vous intrigue encore? Bah oui, les ongles, le trichinoplie, amorçai-je. L'inscription au mur a été tracée par un index trempé dans du sang. J'ai pu l'observer à l'aide de ma loupe que le plâtre a été légèrement égratigné autour de ces lettres.
ce que n'aurait pas fait un ongle court. J'ai ramassé un peu de cendre éparpillée sur le plancher. Elle était sombre et feuilletée, comme ne peut en faire qu'un Trichinopoli. Je me suis livré à une étude spéciale sur la cendre de cigare. J'ai même écrit une monographie sur le sujet. Je me flatte de pouvoir reconnaître, d'un coup d'œil, la cendre de n'importe quelle marque connue de cigares ou de tabac. Et c'est justement dans ces détails qu'un détective compétent se distingue d'un Gregson ou d'un Lestrade. Et la figure haute en couleur, demandai-je. Oh, ça, c'est beaucoup plus hardi. Mais je suis quand même sûr d'avoir raison. Ne me demandez pas d'explication pour le moment. Je passais la main sur mon front. Oh, j'ai le vertige. Plus on pense à cette affaire, plus elle devient mystérieuse. Pourquoi ces deux hommes, s'ils étaient deux, sont-ils venus dans une maison vide? Qu'est devenu le cocher qui les a amenés ici? Comment l'un a-t-il pu forcer l'autre à prendre le poison? D'où provenait le poison? Quel est le mobile du crime, puisque ce n'est pas un vol? Comment une bague de femme est-elle arrivée là? Et pourquoi écrire ce mot Rache avant de décamper? Je t'avoue que je n'arrive pas à concilier les faits. Mon compagnon eut un sourire approbateur. Vous avez résumé avec clarté et concision toutes les difficultés, dit-il. Et il y a encore bien des points obscurs. Cependant, sur les principaux faits, j'ai mon idée. Quant à la découverte du pauvre Lestrade, c'était tout simplement une feinte. En suggérant par là les sociétés secrètes, on a voulu lancer la police sur une fausse piste. L'inscription n'a pas été tracée par un Allemand. La lettre A, si vous avez remarqué, était écrite en gothique. Or, un Allemand écrit toujours ses A en caractère latin. Nous pouvons donc affirmer à coup sûr que l'inscription a été faite non pas par un Allemand, mais par un imitateur trop appliqué. C'était simplement une ruse pour engager l'enquête sur une mauvaise voie. Je ne m'étendrai pas davantage sur cette affaire, docteur. Vous savez qu'un magicien perd son prestige en expliquant ses tours. Si je vous révélais toute ma méthode, vous penseriez qu'après tout, je suis un type très ordinaire. Je ne penserai jamais une chose semblable, répondis-je. Jamais personne ne saurait mieux que vous ériger en science exacte la recherche des criminels. Mon compagnon rougit de plaisir. Autant de mes paroles que de mon enthousiasme avec lesquels je les avais prononcées. J'avais déjà remarqué qu'il était aussi sensible à un compliment sur son art qu'une jeune fille peut l'être à une flatterie touchant sa beauté. Je vous dirai encore une chose, fit-il. L'homme aux chaussures vernies et l'homme aux talons carrés sont arrivés dans le même fiacre. Ils ont franchi l'allée ensemble, sans doute bras dessus, bras dessous. Une fois dans la chambre de devant, ils l'ont arpenté. Plus précisément, les talons carrés allaient et venaient, tandis que les chaussures vernies se tenaient tranquilles. J'ai lu tout ça dans la poussière. La longueur de plus en plus grande des enjambées indiquait une surexcitation croissante. Je suppose que l'homme aux talons carrés parlait tout le temps, et qu'il s'est monté jusqu'à une rage folle. C'est alors que le drame a eu lieu. Je vous ai dit que tout ce que je sais de science certaine, le reste est hypothèse et conjoncture. Nous avons un bon point de départ. Il faudra faire vite. Je veux aller au concert de Halle cet après-midi pour entendre Norman Neruda. Notre fiacre avait filé à travers une longue suite de rues enfumées et de ruelles misérables. Dans la plus enfumée et la plus misérable, soudain, il s'arrêta. « Voilà Audrey Court !» annonça le cocher en indiquant une étroite faille dans l'alignement des maisons de briques ternes. « Je vous attendrai ici. » Audley Court n'était pas un lieu attrayant. Un passage exigu nous conduisit jusqu'à un quadrilatère bordé de maisons sordides. Nous avançâmes avec une précaution parmi les groupes d'enfants sales et à travers des rangées de l'âge d'éteint jusqu'au numéro 46. La porte était ornée d'une petite plaque de cuivre sur laquelle était gravé le nom de Rance. On nous dit que l'agent était au lit et on nous fit entrer pour l'attendre dans un petit salon sur le devant. Il apparut bientôt, l'air un peu fâché d'avoir été dérangé dans son sommeil. « J'ai fait mon rapport au poste, grommela-t-il. Holmes tira de sa poche un demi-souverain, et d'un air pensif, il le fit sauter dans sa main. « Nous aimerions que vous nous en parliez. »« À votre disposition, monsieur, » répondit l'agent, les yeux fixés sur le petit disque en or. « Racontez-nous donc à votre manière ce qui s'est passé. » Rance s'installa sur le canapé de crin et joignit les sourcils. Il paraissait bien résolu à ne rien passer sous silence. « Alors, je vais tout vous conter à partir du commencement. Je suis de service de 10h du soir à 6h du matin.
À 11 heures, il y a eu une bagarre au cerf blanc. Mais à part ça, tout était tranquille dans mon secteur. À 1 heure, il se mit à pleuvoir. J'ai rencontré Harry Mercer, celui qui a la ronde de Holland Grove. On a causé un peu ensemble au coin de la rue Henrietta. Et puis à 2 heures, peut-être un peu plus tard, je suis allé voir si tout était dans l'ordre du côté de Brixton Road. Ah, il faisait joliment mauvais, hein, mais je voyais pas un chat. J'ai vu passer un fiacre ou deux, je dois dire. Chemin faisant, je pensais, entre nous soit dit, qu'un gin chaud ferait du bien à mon affaire. Quand tout à coup, j'ai vu briller une lumière à la fenêtre de la maison. Pourtant, c'était une des 2 maisons inhabitées de Lauriston Gardens. Le tout dernier qui a vécu là-bas, il est mort de la fièvre typhoïde. Rapport que le propriétaire, il a pas voulu faire assainir les fosses. Alors vous pensez que ça m'épatait de voir la fenêtre éclairée. Bon, tout de suite, j'ai pensé qu'il se passait quelque chose. Arrivé à la porte, vous vous êtes arrêté et vous avez regagné la grille du jardin, interrompit mon compagnon. Pourquoi? Rance fit un sursaut violent et ouvrit grand les yeux. Eh ben, c'est la vérité, monsieur. Mais comment vous savez ça? Dieu seul le sait. Voyez-vous, quand je suis arrivé devant la porte, tout était si tranquille et si désert que je me suis dit que ce serait tout aussi bien si j'avais quelqu'un avec moi. Enfin, je crains rien de ce côté-ci de la tombe, mais j'ai pensé que c'était peut-être un type qui est mort de la typhoïde qui revenait examiner les fosses. Et cette idée m'a collé la trouille. Alors j'ai rebroussé chemin pour voir si je verrais pas la lanterne de Murcher. Mais ni lui, ni de personne, et pas de trace. Il n'y avait personne dans la rue. Pas âme qui vive, monsieur, pas même un chien. Bon, j'ai pris sur moi et je suis retourné dans la maison. J'ai poussé la porte. Ah, tout était silencieux là-dedans. Alors je suis entré dans la chambre où il y avait de la lumière. Une bougie brûlait sur la cheminée. Une bougie de cire rouge. Et à la lueur de la bougie, qu'est-ce que j'aperçois? Oui, oui, ça je le sais. Vous avez fait plusieurs fois le tour de la chambre et vous vous êtes agenouillé près du corps. Puis vous êtes allé au fond du corridor et vous avez essayé d'ouvrir la porte de la cuisine. Ensuite, Rance se leva d'un bond, de nouveau, tout ensemble effrayé et soupçonneux. Où étiez-vous caché pour voir tout ça? S'écria-t-il. Vous m'avez tout l'air d'en savoir trop, vous. Holmes se mit à rire. Il lui jeta sa carte par-dessus la table. Ne me faites pas arrêter sous inculpation de meurtre, dit-il. Je suis un chien de chasse, je ne suis pas un loup. Monsieur Gregson et Monsieur Lestrade répondent de moi. Mais continuez, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Rance se rassit. Il ne paraissait pas trop rassuré. Ouais, j'ai regagné la grille et j'ai sifflé. Murcher est arrivé avec 2 autres. La rue était toujours déserte? Ah bah, pour ainsi dire. Ouais. Comment cela? Un large sourire épanouit le visage de l'agent. Ah bah, j'ai déjà vu bien des types saouls, dit-il. Mais des pafs comme ce gaillard-là, ma foi, non jamais. Quand je suis sorti, il était à la grille, appuyé contre les barreaux, il chantait à ses poumonnets, il pouvait pas tenir debout, alors nous aider encore moins. Quelle sorte d'homme était-ce? John Rance parut ennuyé de revenir sur ce sujet à côté de la question. Oh, un homme saoul comme il n'est pas permis d'être, répondit-il. Il se serait bien retrouvé en tôle si on n'avait pas été aussi occupé. Ah, mais son visage, ses vêtements, vous les avez pas remarqués? Interrompit Holmes avec impatience. Bah, pour sûr que je les ai remarqués parce que j'ai soutenu le type avec Murcher. C'était un grand gaillard qui avait la face toute rouge. Un cache-nez lui enveloppait la moitié de la figure. Ah, suffit, s'écria Holmes. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Bah, on avait assez à faire sans nous en charger, dit l'agent en se cabrant sous le reproche. Je parierais qu'il a fini par rentrer chez lui. Mais était-il vêtu? Et il avait un pardessus brun. Est-ce qu'il avait un fouet à la main? Un fouet? Non. Ah, il l'avait sans doute laissé, murmura mon compagnon. Ensuite, vous n'avez pas vu par hasard ou entendu un fiacre? Non. Prenez ce demi-souverain, dit Holmes en se levant. Je crains fort, John Rance, que vous n'ayez jamais d'avancement dans la police. Votre tête ne devrait pas vous servir seulement d'ornement. Vous auriez pu gagner des galons de sergent la nuit dernière. L'homme que vous avez tenu entre vos mains est celui que nous recherchons. C'est lui qui tient la clé du mystère. Inutile de discuter, c'est ainsi. Partons, docteur. Nous laissâmes notre informateur incrédule, mais évidemment mal à l'aise. L'imbécile, dit Holmes avec amertume, pendant que le fiacre nous ramenait chez nous. Dire qu'il y a eu une pareille chance et qu'il n'en a pas profité. Je ne vois pas encore clair, dis-je. Le signalement de l'ivrogne concorde bien avec l'idée que vous faisiez du meurtrier. Mais pourquoi serait-il retourné sur les lieux de son crime? Ce n'est pas l'habitude des criminels. La blague, mon ami, la blague!
La bague, mon ami, la bague, mon ami, la bague, voilà ce qu'il revenait chercher. S'il n'y a pas d'autre moyen de l'attraper, nous pourrons toujours appâter notre hameçon avec la bague. Je tiens mon homme, docteur. Je parierai 2 contre 1 que je le tiens. Il faut que je vous remercie. Sans vous, je ne me serais peut-être pas dérangé et j'aurais manqué la plus belle étude de ma vie. Une étude en rouge, n'est-ce pas? Pourquoi n'utiliserions-nous pas un peu d'argot, un peu l'argot d'atelier? Le fil rouge du meurtre se mêle à l'écheveau incolore de la vie. Notre affaire est de le débrouiller, de l'isoler, de l'exposer dans toutes ses parties. Et maintenant, à table. Et ensuite, Norman Neruda. Ses attaques et son coup d'archet sont magnifiques. Quelle est donc la petite chose de Chopin qu'il jouait si admirablement? Le limier amateur s'affala sur la banquette et se mit à chanter comme une alouette, tandis que je méditais sur la complexité de l'esprit humain. Chapitre 5. Notre annonce nous amène une visiteuse. Cet après-midi-là, j'étais à plat. Les fatigues de la matinée avaient été excessives pour ma santé débile. Quand Holmes fut parti, je m'allongeai sur le canapé. J'essayais de dormir quelques heures, mais je n'y parvins pas. Tous ces événements m'avaient surexcité. Les fantaisies et les conjectures les plus folles l'emplissaient. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage simiesque et tourmenté du cadavre. Il m'avait fait une impression des plus sinistres. J'éprouvais presque de la reconnaissance envers celui qui l'avait expédié. Si jamais face humaine exprima le vice dans toute sa malice, ce fut bien celle d'Enoch J. Drebber de Cleveland. Ce qui ne m'empêchait pas d'admettre qu'il fallait bien que justice se fît. La dépravation de la victime ne constitue pas une excuse aux yeux de la loi. L'homme, suivant l'hypothèse de mon compagnon, avait été empoisonné. Mais plus j'y réfléchissais, plus elle me paraissait invraisemblable. Pourtant, je le savais, elle reposait sur une observation. Holmes avait flairé les lèvres du cadavre. Et puis, quelle pouvait être la cause de la mort sinon le poison? Il n'y avait pas de traces de blessure ni de strangulation. Mais d'autre part, ce sang qui avait éclaboussé le parquet, de qui provenait-il? Il n'y avait pas d'indice de lutte, et la victime, pour blesser son agresseur, ne disposait d'aucune arme. Tant que ces questions demeuraient sans réponse, nous aurions peine à nous endormir, Holmes et moi. Son air tranquille m'avait donné à penser qu'il avait trouvé une explication cadrant avec tout, mais laquelle je n'arrivais pas à deviner. Son absence se prolongea. Le concert n'avait sûrement pas pu le retenir si longtemps. Quand il rentra, le dîner était servi. C'était magnifique, dit-il en prenant place à table. Vous vous rappelez ce que Darwin dit de la musique? Il prétend que chez les hommes, la faculté de la produire et de l'apprécier a précédé de beaucoup la parole. C'est peut-être pour cela que l'influence qu'elle exerce sur nous est si profonde. Les premiers siècles de la préhistoire ont laissé dans nos âmes de vagues souvenirs. Ah, voilà une idée bien vaste, dis-je. Nos idées doivent être aussi vastes que la nature pour pouvoir en rendre compte, répondit-il. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous ne semblez pas être dans vos assiettes. Bah, c'est cette histoire de Lauriston Gardens qui vous a bouleversé? Ah, oui, je l'avoue. Mes expériences dans l'Afghanistan auraient dû m'endurcir davantage. J'ai vu mes propres camarades taillés en pièces sans perdre mon sang-froid. Je comprends cela. Il y a dans cette affaire un mystère qui met l'imagination en branle. L'horreur ne va pas sans l'imagination. Avez-vous lu les journaux d'histoire? Non. Ils rendent assez bien compte de l'affaire. Mais tous omettent de parler de la bague. C'est tant mieux. Comment cela? Jetez un coup d'œil sur cet avis, répondit-il. Je l'ai envoyé à tous les journaux ce matin. Il me passa le journal par-dessus la table et je regardai à la place indiquée. C'était la première annonce de la colonne Objet trouvé. Était conçue en ces termes: ce matin, à Brixton Road, on a trouvé une alliance en or unie sur la chaussée entre la taverne du Cerf Blanc et Holland Grove. S'adressait au docteur Watson, 221B Baker Street, entre 8 et 9 heures du soir. Je m'excuse de m'être servi de votre nom, dit-il. Si j'avais donné le mien, quelques-uns de ces lourdeaux l'auraient reconnu et ils auraient voulu se mêler de mes affaires. Vous avez bien fait, répondis-je, mais je n'ai pas d'alliance. Pour peu que quelqu'un vienne. Pardon? Vous en avez une.
fit-il en me remettant une bague. Celle-ci fera très bien l'affaire. C'est presque un fac-similé. Et qui cet avis nous amènera-t-il? Parbleu, l'homme aux vêtements bruns, notre ami aux joues rubicondes et aux talons carrés. S'il ne se présente pas en personne, il enverra un complice. Cette démarche ne lui semblera-t-elle pas trop compromettante? À mon avis, pas. Si mes suppositions sont justes, et j'ai tout lieu de le croire, cet homme risquera tout pour récupérer cette bague. Pour moi, il l'a perdue en se penchant sur le cadavre de Drebber. Sur le coup, il s'en aperçoit pas. Mais c'est après avoir quitté la maison qu'il constate sa disparition. Alors il est revenu sur ses pas en toute hâte. Mais par sa propre faute, parce qu'il a laissé la bougie allumée, la police est déjà sur les lieux. Il simula l'ivresse pour écarter les soupçons qui auraient pu naître son apparition à la grille. Maintenant, mettez-vous à la place de cet homme. Après réflexion, il doit s'être dit qu'il a peut-être perdu la bague dehors, sur la route. Alors que faire? Parcourir avec empressement les journaux du soir pour voir si la bague se trouve au nombre des objets trouvés. Naturellement, mon avis lui saute aux yeux. Il exulte. Pourquoi soupçonnerait-il un piège? Il ne peut imaginer que le docteur Watson établisse un rapport entre la bague et le meurtre. Il viendra. Il vient. Vous le verrez dans 1 heure. Mais et alors? Demandai-je. Je peux me charger de lui tout seul. Avez-vous des armes? J'ai mon vieux revolver d'ordonnance avec quelques cartouches. Vous ferez bien de le nettoyer et de le charger. Il se débattra avec l'énergie du désespoir, et je compte le prendre par surprise. Mais il vaut mieux nous prémunir contre tout. J'allai dans ma chambre et je fis ce qu'il m'avait conseillé. Quand je revins avec mon pistolet, on avait enlevé le couvert. Holmes grattait son violon. Ça se corse, dit-il, tout en continuant à se livrer à son occupation favorite. Je reçois à l'instant une réponse d'Amérique. Je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire? Demandai-je avec curiosité. Si mon violon avait des cordes neuves, il n'en vaudrait pas mieux, dit-il. Mettez votre pistolet dans votre poche. Quand le type sera là, parlez-lui d'un ton naturel. Je me charge du reste. Ne l'effrayez pas en le regardant avec trop d'insistance. Il est maintenant 20 heures, dis-je en consultant ma montre. Oui. Quelques minutes encore. On trouverait la porte. C'est bien comme ça. Maintenant, mettez la clé à l'intérieur. Merci. Voilà un curieux vieil ouvrage que j'ai trouvé hier chez un bouquiniste. De jure intergentes, publié en latin à Liège, dans les Pays-Bas, en 1642. La tête de Charles Ier était encore solide sur ses épaules quand le papier de ce petit volume brun à dos fut tranché. Quel est le nom de l'imprimeur? Un Philippe de Croix quelque chose. Sur la feuille de garde se trouvent les mots d'une encre jaunie, Ex libris Guilielmi White. Je me demande qui était ce William White. Quelque imposant homme de loi du XVIIe siècle, je suppose. Son écriture a la tournure du droit. Ah, je crois que voici notre homme. Au même instant, retentit un bref coup de sonnette. Doucement, Sherlock Holmes se leva et rapprocha sa chaise de la porte. Les pas de la servante résonnèrent dans le vestibule. D'un bruit sec, elle fit sauter le loquet. « C'est ici qu'habite le docteur Watson ?» demanda une voix distincte mais un peu éraillée. La réponse ne parvint pas à nos oreilles. La servante referma la porte. Quelqu'un se mit à monter l'escalier, d'un pas incertain et traînant, qui surprit mon compagnon. Puis avança avec lenteur dans le corridor et frappa doucement. « Entrez !» criai-je. Au lieu de l'homme robuste et violent que nous attendions, nous vîmes entrer, traînant la jambe, une très vieille femme au visage tout ridé. Elle fit une révérence, puis se mit à fouiller dans sa poche. Elle avait les doigts nerveux, fébriles, éblouis par l'éclat soudain de la lumière. Ses yeux larmoyants et tournés vers nous clignotaient. Je regardai mon compagnon et manquai d'éclater de rire. Il avait l'air si désappointé. La vieille finit par trouver un journal du soir, et, montrant du doigt cette annonce, « C'est ça qui m'a amené ici, mes bons messieurs, » dit-elle avec une seconde révérence. « La bague en or, Brixton Road, elle appartient à ma fille Sarah, qui était mariée seulement depuis 1 an à son mari, qui est un garçon de cabine à bord d'un bateau de l'Union. Oh, et qu'est-ce qu'il dira s'il vient et qu'il retrouve sans sa bague? Oh, j'ose pas le penser, lui qui est déjà brutal dans ses meilleurs moments, mais quand il a bu... Si vous voulez savoir, Sarah, elle est allée au cirque la nuit dernière en compagnie de... » « Cette bague était-elle la sienne ?» demandai-je. « Oh, Dieu soit loué !» s'écria la vieille. « C'est Sarah qui va être contente cette nuit, c'est bien là sa bague !»« Et quelle est votre adresse ?» demandai-je en prenant un crayon. « 13 rue Duncombe, Houndsditch. »« Oh, un fichu bout d'ici !»« Mais il n'y a pas de cirque entre Brixton Road et Houndsditch, fit sèchement Sherlock Holmes.
La vieille tourna vers lui des petits yeux bordés de rouge. C'est mon adresse que le monsieur m'a demandé, dit-elle. Sarah, elle vit au numéro 3, Mayfield Place, Peckham. Et votre nom est? Mon nom est Sawyer, et le nom de ma fille est Denis. Et Tom Denis est son mari. Un bon gars au fond, et intelligent avec ça. Tant qu'il est en mer, pas de garçon de cabine plus considéré. Mesdames, à terre. Ce qu'avec les femmes et tous les débits de boisson. Emportez la bague, madame Sawyer, interrompis-je sur un signe de mon compagnon. Il est clair qu'elle appartient à votre fille. Et je suis heureux de pouvoir la restituer à sa légitime propriétaire. Tout en marmottant des bénédictions et des protestations de reconnaissance, la vieille taupe empocha la bague et elle descendit l'escalier en traînant du pied. Aussitôt qu'elle fut partie, Sherlock Holmes se précipita dans sa chambre. L'instant d'après, il sortait emmitouflé dans son holster et un cache-nez. « Je vais la filer, dit-il vivement. Ce doit être une complice. Elle me conduira chez l'assassin. Attendez-moi !» La porte d'entrée venait à peine de se refermer sur la visiteuse que Holmes dégringola l'escalier. De la fenêtre, je le vis suivre de près la vieille femme clopinant de l'autre côté de la rue. Ou toute sa théorie était fausse, pensai-je, ou il va être conduit au cœur du mystère. Il m'avait bien prié inutilement de l'attendre. Je sentais qu'il me serait impossible de dormir avant de connaître le résultat de sa démarche. Il était environ 9 heures quand il sortit. J'ignorais à quelle heure il rentrerait. Je m'installai, stoïquement, avec ma pipe et vie de bohème de Murger. Je tirai des bouffées et sautai des pages. 10 heures sonnèrent. J'entendis le trottinement de la bonne qui allait se coucher. 11 heures. Les pas les plus majestueux de la logeuse se conduisit à la même destination. Vers minuit, le bruit sec d'une clé m'avertit du retour de mon ami. Dès la porte, je vis à son air qu'il rentrait bredouille. L'amusement et le dépit semblaient se disputer sur sa figure. Mais finalement, Sherlock Holmes se partit d'un franc éclat de rire. « Je ne voudrais pas pour tout l'or du monde que Scotland Yard apprit mon histoire, s'écria-t-il en tombant sur une chaise. Ces hommes m'en rebattraient à jamais les oreilles pour se venger de tous mes sarcasmes. Je peux me permettre de rire parce que je sais que, tôt ou tard, je prendrai ma revanche. » « Que s'est-il passé ?» demandai-je. « Je vais vous faire rire à mes dépens, mais peu importe. La vieille a traîné la jambe sur un bout de chemin, puis elle a fait semblant d'avoir mal à un pied. Elle s'est arrêtée et elle a hélé un fiacre qui se trouvait à passer. Je me suis arrangé pour être à portée de voix. Mais c'était une précaution tout à fait inutile parce qu'elle a crié son adresse de manière à être entendue à l'autre bout de la rue. « Conduisez-moi au 13 de la rue Duncan, Houndsditch !» Cela prenait tournure de vérité. Quand je l'ai vu bien installé à l'intérieur, je me suis perché à l'arrière. C'est un art dans lequel tout détective devrait exceller. Puis nous avons roulé sans arrêt jusqu'à la maison en question. Avant d'arriver devant la porte, j'ai sauté et j'ai fait à pied le reste du chemin nonchalamment. Le fiacre s'est arrêté, le cocher est descendu, il a ouvert la portière et il a attendu. Quand je me rapprochai de lui, il fouillait avec furie sa voiture vide en dévidant tout un chapelet de blasphème. De la voyageuse, plus signe ni trace. Je crains qu'il ne touche pas de sitôt le prix de sa course. Au numéro 13, nous avons appris que la maison appartient à un honnête colleur de papier peint, qui s'appelle Keswick, et qui n'a jamais entendu parler ni de Sawyer, ni de Denis. « Vous ne voulez pas dire, » m'écriai-je comble de l'étonnement, « que cette faible vieillarde soit sortie à votre insu du fiacre en marche ? » « Le diable soit de la vieille femme, dit Holmes. C'est nous qui nous sommes laissés berner comme des vieilles femmes. C'était sûrement un jeune homme, jeune, actif, et de plus un excellent comédien. Le déguisement était impayable. Il s'en est servi pour me semer. Ceci prouve que l'homme que nous recherchons n'est pas si isolé que je me l'imaginais. Il a des amis prêts à s'exposer pour lui. Docteur, vous avez l'air vanné. Allez vous coucher si vous m'en croyez. J'obéis de bonne grâce à cette injonction. Je me sentais à bout de force. Holmes resta assis devant le feu qui couvait sous la cendre. Il médita longuement sur le problème qu'il avait à cœur de résoudre. Fort avant dans la nuit, j'entendis en effet les gémissements mélancoliques de son violon. Chapitre 6. Tobias Gregson montre son savoir-faire. Les journaux du lendemain ne parlaient que du mystère de Brixton.
Tous en donnaient un compte-rendu détaillé. Certains y consacraient même leur article de tête. Il contenait quelques renseignements nouveaux. J'ai gardé dans mes archives plusieurs coupures se rapportant à cette affaire. En voici un résumé. D'après le Daily Telegraph, les annales du crime fournissaient peu d'exemples de tragédies accomplies dans des circonstances plus mystérieuses. Le nom allemand de la victime, l'absence de tout mobile, la sinistre inscription sur le mur, tout dénonçait la main de réfugiés politiques et de révolutionnaires. Les socialistes comptaient aux États-Unis de nombreux adeptes. C'était ceux-ci qui, de toute évidence, avaient expédié Dreber pour une infraction quelconque à leur loi non écrite. Après une brève allusion à la Wemgericht et au Carbonari, à la marquise de Brinvilliers, aux assassinats de la Grande Route de Radcliffe, l'article s'achevait sur une remontrance au gouvernement. Il préconisait une surveillance plus étroite des étrangers en Angleterre. Les commentaires du Standard roulaient sur le fait que tels outrages à la morale publique avaient généralement lieu sous un gouvernement libéral. Ils étaient un effet de l'ébranlement des convictions des masses populaires et de l'affaiblissement subséquent de toute autorité. La victime était un Américain qui séjournait à Londres depuis quelques semaines. Il avait pris pension chez Madame Charpentier de Torquay Terrace à Camberwell. Il avait pour compagnon de voyage son secrétaire particulier, Monsieur Joseph Stangerson. Tous deux avaient pris congé de leur hôtesse le mardi 4 courant, et ils étaient partis pour la gare d'Euston avec l'intention déclarée de prendre l'express de Liverpool. On les avait vus ensuite sur le quai. De ce moment jusqu'à la découverte du cadavre de M. Dreber, dans une maison inhabitée sur la route de Brixton à plusieurs kilomètres d'Euston, on ne savait pas ce qu'ils avaient fait. Qui avait amené Dreber dans cette maison? De quelle manière avait-il trouvé la mort? Mystère. On ignorait encore tout des allées et venues de Stangerson. On était heureux d'apprendre que messieurs Lestrade et Gregson, tous deux de Scotland Yard, instruisaient conjointement cette affaire. Le crédit dont jouissaient ces deux officiers de police faisait augurer l'éclaircissement à brève échéance. Pour le Daily News, la carrière politique du crime ne faisait point de doute. Le despotisme, la haine du libéralisme qui inspirait les gouvernements du continent avaient eu pour effet d'attirer chez nous un grand nombre d'hommes qui auraient été d'excellents citoyens sans le souvenir amer des persécutions qu'ils avaient vécues. Toute infraction au code d'honneur qui régissait ces hommes était punie de mort. Il ne fallait rien négliger pour trouver le secrétaire, Stangerson, et pour connaître certaines particularités des habitudes de Dreber. On avait fait un grand pas en découvrant l'adresse de la maison où ils avaient pris pension. Le résultat était entièrement dû à la finesse et la ténacité de M. Gregson de Scotland Yard. Sherlock Holmes et moi, nous lûmes l'article en prenant notre petit déjeuner. Sherlock Holmes s'en amusa beaucoup. « Qu'est-ce que je vous avais dit? De toute façon, Lestrade et Gregson triompheront. » Cela dépend de la tournure des événements. Mais non, pas du tout. Si l'homme est pincé, ce sera grâce à leurs efforts. S'il s'échappe, ce sera en dépit de leurs efforts. S'efface, je gagne, pile tu perds. Quoi qu'ils fassent, ils auront des admirateurs. Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire. Que se passe-t-il, m'écriai-je. Tout à coup, le trépignement d'un pas nombreux dans le vestibule, puis dans l'escalier s'était fait entendre, mêlé à de très sonores expressions de dégoût de notre logeuse. C'est la section de la police secrète de Baker Street, dit gravement mon compagnon. Au même instant, firent irruption dans notre pièce une demi-douzaine de gamins des rues, plus sales et plus déguenillés que j'eusse jamais vus. « Garde à vous !» cria Holmes d'une voix de stentor. Aussitôt, les 6 petits drôles se mirent en rang comme autant de statuettes minables. « À l'avenir, dit mon compagnon, Wiggins seul me présentera votre rapport. Vous l'attendrez dans la rue. »« Vous l'avez découvert, Wiggins ?»« Non, pas encore, monsieur, pas encore !» dit un des enfants. « Je ne m'attendais pas à ce que vous restiez du premier coup. Poursuivez vos recherches. Voici votre salaire. » Et il remit à chacun d'eux 1 shilling. « Maintenant, filez. Faites-moi un meilleur rapport la prochaine fois. » Il fit un signe. Ils dévalèrent l'escalier comme des souris. L'instant d'après, dans la rue, ils perçaient l'air de leurs cris. Il y a davantage à obtenir d'un de ces petits mendiants que d'une douzaine de détectives, dit Holmes. La seule vue d'une personne à l'air officiel scelle les lèvres des gens. Ces gosses vont partout, ils entendent tout. Et puis, ils sont finaux. Tout ce qui leur manque, c'est l'organisation. « Est-ce que vous vous servez d'eux pour le crime de Brixton ?» demandai-je. « Oui, je veux m'assurer de quelque chose. C'est simplement une affaire de temps. »« Oh là, nous allons entendre parler de vengeance. Voici Gregson qui descend la rue, le visage radieux. Et il vient sûrement nous voir. Oui, il s'arrête. Il sonne. »
La sonnette fut tirée violemment, et, en quelques secondes, le détective blond avait monté 4 à 4 l'escalier et fait irruption dans le salon. Mon cher, s'écria-t-il en tordant la main molle de Holmes. Félicitez-moi, j'ai rendu l'affaire aussi claire que le jour. Je crus voir passer une ombre d'anxiété sur le visage expressif de mon compagnon. Seriez-vous sur une bonne piste déclara-t-il. La bonne piste. Nous avons arrêté le meurtrier. Et quel est son nom? Arthur Charpentier, sous-lieutenant de la marine de l'État, articula pompeusement Gregson. Il gonflait sa poitrine et frottait ses mains grassouillettes. Sherlock Holmes poussa un soupir de soulagement. Le sourire reparut sur ses lèvres. Asseyez-vous et prenez un cigare, dit-il. Nous sommes impatients de savoir comment vous vous y êtes pris. Du whisky avec de l'eau? Oh, volontiers, reprit le détective. Oh, des terribles efforts que j'ai fournis ces 2 derniers jours m'ont complètement épuisé. Pas tant l'effort physique, cependant, que l'effort d'imagination. Vous savez ce que c'est, ça, monsieur Sherlock Holmes? Vous aussi, vous travaillez avec votre tête. Vous me faites beaucoup d'honneur, dit gravement Sherlock Holmes. Expliquez-nous comment vous êtes parvenu à cet heureux résultat. Le détective s'installa dans le fauteuil et tira quelques bouffées de son cigare. Puis soudain, au paroxysme de sa gaieté, il se frappa la cuisse. « Le plus drôle, s'écria-t-il, c'est que cet imbécile de l'estrade, qui se croit si malin, s'est complètement fourvoyé. Il recherche partout le secrétaire Stangerson, qui n'a pas plus trempé dans le crime qu'un bébé qui va naître. Je suis sûr qu'il l'a trouvé alors qu'il est. » Cette idée fit tant rire Gregson qu'il s'étouffa. « Et comment avez-vous trouvé la clé du mystère ?»« Je vais vous le dire, bien entendu. Dr. Watson, cela doit rester entre nous. D'abord, il s'agissait de reconnaître les antécédents de l'Américain. D'autres auraient attendu qu'on réponde de leurs annonces dans le journal, ou encore que des complices apporteraient d'eux-mêmes des renseignements. Ce n'est pas comme ça que travaille Tobias Gregson. Vous souvenez-vous du chapeau placé près de la victime? Oui, dit Holmes. Il portait le nom et l'adresse du chapelier, John Underwood et fils, 129 Camberwell Road. Gregson perdit contenance. Ah, vous l'aviez remarqué, dit-il le visage allongé. Et vous êtes allé à Camberwell Road? Non. Ah, fit Gregson en se redressant. Il ne faut jamais négliger une chance, si petite soit-elle. Rien n'est petit pour un grand esprit, dit sentencieusement Holmes. Eh bien moi, je suis allé voir Underwood et je lui ai demandé s'il avait vendu un chapeau de tel tour de tête et telle forme. Il a ouvert un livre et trouvé tout de suite. Il a envoyé le chapeau à un monsieur Dreber, demeurant à la pension Charpentier à Torquay Terrace. Voilà comment je me suis procuré l'adresse. Malin, très malin, murmura Sherlock Holmes. Ensuite, j'ai interrogé Madame Charpentier, continua le détective. Je l'ai trouvée très pâle, angoissée. Sa fille était présente, une fort jolie fille. Hein. Ses yeux étaient rouges et ses lèvres tremblaient quand je lui parlais. Ça n'a pas échappé à mon attention. Il y avait quelque anguille sous roche. Vous connaissez cette impression, monsieur Sherlock Holmes. Quand on tombe sur une bonne piste, on éprouve un petit pincement là. Avez-vous entendu parler de la mort mystérieuse de votre ex-pensionnaire Avez-vous entendu parler de la mort mystérieuse de votre ex-pensionnaire Heinrich Dreber de Cleveland, ai-je demandé. La mère fit signe que oui. Elle semblait avoir à peine à parler. La fille a fondu en larmes. Alors là, je les ai vraiment soupçonnés d'avoir quelque chose. À quelle heure, monsieur Dreber, a-t-il quitté votre pension pour se rendre à la gare? À 8 heures, avait-elle répondu avec effort. Son secrétaire, Mme Stangerson, a indiqué 2 trains, l'un à 9h15 et l'autre à 11h. Monsieur Dreber a ensuite choisi le premier. C'est la dernière fois que vous l'avez vu? Le visage de la femme a changé terriblement. Elle est devenue livide. Elle a été quelques secondes avant de pouvoir dire seulement « Oui ». Et encore l'a-t-elle fait d'un ton voilé, pas naturel. Alors il y a eu un moment de silence. Puis la jeune fille s'est jetée à l'eau. « Il ne peut rien sortir d'un bon mensonge, maman », dit-elle d'une voix claire et assurée. « Soyons franches avec ce monsieur. » Nous avons revu monsieur Dreber. « Que Dieu te pardonne !» s'est écriée madame Charpentier en levant les bras au ciel et en renversant de sa chaise. « Tu as tué ton frère !»« Arthur m'approuverait !» répondit la jeune fille d'un ton ferme. « Vous feriez mieux de tout me dire maintenant !» leur dis-je d'un ton conseillé. « Un demi-aveu est pire qu'une négation. D'ailleurs, vous ne savez pas à quel point nous sommes renseignés. »« Puisque c'est toi qui l'as voulu, Alice !» s'écria la mère. Puis, se tournant vers moi, « Je vais tout vous dire, monsieur. Vous voyez, je suis troublé. N'allez pas vous imaginer cependant que j'ai peur de voir mon fils impliqué dans cette horrible affaire. Non, il est parfaitement innocent. Si je crains quelque chose, c'est qu'il ne soit compromis à vos yeux et ceux des autres. Mais c'est impossible, certainement. Son caractère élevé, sa profession, ses antécédents, tout empêcherait cela. Avouez-moi tout. C'est ce que vous avez de mieux à faire, lui ai-je répondu. Cela ne nuirait pas à votre fils s'il était innocent, je vous le garantis. Alors,
Sur la prière de sa mère, la jeune fille s'est retirée. Mon intention, monsieur, a-t-elle continué, était de ne rien vous dire, mais puisque ma fille a commencé à parler, je n'ai plus le choix. Maintenant que je suis décidé, je n'en omettrai aucun fait. C'est ce qu'il y a de plus sage, ai-je dit. Monsieur Dreber est resté chez nous à peu près 3 semaines. Il avait voyagé auparavant sur le continent avec monsieur Stangerson, son secrétaire. Le dernier endroit où ils avaient séjourné, c'était Copenhague. J'avais remarqué que chacune de leurs malles en portait l'étiquette. Stangerson était un homme calme, réservé. Mais son patron, je regrette de le dire, était tout le contraire. Des habitudes grossières, des manières brutales. La nuit même de son arrivée, il s'était enivré. En fait, chaque jour, à partir de midi, il était ivre. Il se permettait avec les bonnes des libertés et des familiarités dégoûtantes. Le pire de tout, c'est qu'il n'a pas respecté non plus ma fille Alice. Il lui a tenu des propos qu'elle est heureusement trop innocente pour comprendre. Une fois, il l'a prise dans ses bras et l'a embrassée, alors que son propre secrétaire lui a reproché sa conduite malhonnête. « Mais pourquoi avez-vous supporté tout cela ?» ai-je demandé. « Vous pouvez renvoyer vos pensionnaires quand bon vous semble, j'imagine. » Madame Charpentier rougit. « J'aurais dû lui donner congé le premier jour, soupira-t-elle. Mais c'est une tentation cruelle. Chacun d'eux payait 1 livre par jour, soit 14 livres par semaine. C'est la morte saison, je suis veuve. Et mon fils dans la marine m'a coûté cher. J'hésitais à prendre cet argent, j'ai patienté, mais l'insulte faite à ma fille, c'en était trop. Je lui ai enfin donné son congé. Voilà pourquoi il est parti. » Mais alors, quel soulagement ça a été pour moi quand je l'ai vu enfin s'en aller. Mon fils est en ce moment en permission. Je ne lui ai rien dit du tout parce qu'il est emporté et qu'il adore sa sœur. Quand j'ai refermé la porte sur ces Américains, ça m'a ôté un poids de dessus la poitrine. Hélas, moins d'1 heure après, ce Dreber était de retour. Plus ivre que jamais, il a pénétré de force dans le salon où je me trouvais avec Alice et il a dit en bredouillant qu'il avait manqué le train et du moins ce que j'ai pu comprendre. Puis il s'est retourné vers ma fille et, à mon nez, il lui a proposé de s'enfuir avec lui. « Vous avez le droit, disait-il. Vous êtes majeur, j'ai de l'argent en quantité plus qu'il n'en faut. Ne tenez pas de compte de la vieille. Venez tout de suite, vous serez comme une princesse. » La pauvre petite était terrifiée. Elle a reculé, mais lui, il l'a saisie au poignet et l'a traînée vers la porte. J'ai crié. Arthur est arrivé. Ce qui s'est passé ensuite, je peux pas vous le dire. Je n'osais pas regarder tellement j'avais peur. Ça a été des jurons, des coups. À la fin, quand j'ai relevé la tête, j'ai vu Arthur qui riait devant la porte, sa canne à la main. « Je pensais pas que ce joli monsieur revienne nous embêter, a-t-il dit. Je vais le suivre un peu pour m'en assurer. Je pense pas que ce joli monsieur revienne nous embêter. » Il a mis son chapeau et il est sorti. C'est le lendemain que nous avons appris la mort mystérieuse de monsieur Dreber. Sa déposition a été coupée de soupirs et de sanglots. À certains moments, elle parlait si bas que j'avais à peine à l'entendre. J'ai pu cependant prendre des notes sténographiques de tout ce qu'elle m'a dit, et il n'y a pas d'erreur possible. « C'est très excitant, » fit Sherlock Holmes en bâillant. « Et comment ça s'est fini ?»« Quand Madame Charpentier a eu terminé, » reprit le détective, « j'ai vu que tout reposait sur un point. Je l'ai regardé fixement, d'une manière qui m'a toujours semblé faire beaucoup d'effet sur les femmes. Et je lui ai demandé à quelle heure son fils était rentré. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Vous ne savez pas ?»« Non, Arthur a sa clé et... »« Étiez-vous couché quand il est rentré ?»« Oui. »« À quelle heure vous êtes-vous couché ?»« Vers 23 heures. Par conséquent, votre fils a été absent pendant 2 heures au moins. »« Oui. »« Peut-être pendant 4 ou 5 heures. »« Oui. »« Que faisait-il pendant ce temps-là ?»« Je ne sais pas. » Elle est devenue pâle jusqu'aux lèvres. Ce qu'il me restait à faire était tout simple. J'ai découvert où se planquait le lieutenant Charpentier. J'ai pris 2 agents et les arrêtés. Quand je lui ai touché l'épaule, que je l'ai engagé à nous suivre sans résistance, il m'a répondu avec un front d'airain. Je suppose qu'on me soupçonne d'avoir trempé dans le meurtre de ce vaurien de Dreber. Et comme on lui avait pas dit un mot, cette allusion était des plus suspects. En effet, dit Holmes. Il avait encore la lourde canne avec laquelle, d'après sa mère, il avait suivi Dreber. Un solide gourdin de chêne. Et quelle est votre théorie ? La voici. Le lieutenant a suivi Dreber jusqu'à Brixton Road. Là, nouvelle altercation. Dreber reçoit un coup, peut-être au creux de l'estomac, qui laisse pas de traces. Il tombe raide mort. Grâce à la pluie, pas de témoin. Charpentier traîne le cadavre jusqu'à la maison vide. Mais la bougie, le sang, l'inscription sur le mur, la bague, me direz-vous ? Ça, à mon avis, c'est une mise en scène destinée à tromper la justice.
Ah très bien, dit Holmes d'un ton encourageant. Vraiment, Gregson, vous êtes en progrès. Nous ferons quelqu'un de vous. Eh, ma foi, répondit le détective en se regorgeant, j'ai mené rondement l'affaire. Le jeune homme a avoué de lui-même avoir suivi Dreber quelque temps. Mais il a prétendu ensuite que, s'étant senti filer, ce dernier avait repris un fiacre pour le semer. En rentrant chez lui, Charpentier aurait rencontré un vieux camarade de bordée et aurait avec lui fait une longue marche. Où habite ce vieux camarade? Il ne le sait même pas. Mon explication est cohérente dans toutes ses parties. Et ce qui m'amuse, c'est de savoir Lestrade lancé sur une fausse piste hyper son temps. Oh, le voici en chair et en os. C'était bien Lestrade, mais sans l'air désinvolte et pimpant qui lui était habituel. Son visage était bouleversé, sa tenue négligée. Il venait évidemment consulter Sherlock Holmes. En apercevant son collègue, il parut très contrarié. Planté au milieu de la salle, il tourna et retourna son chapeau entre ses doigts tremblants. À la fin, il se décida de parler. C'est, dit-il, l'affaire la plus extraordinaire, la plus incompréhensible. À vous trouver, monsieur Lestrade, cria Gregson triomphant. Je savais bien que vous aboutiriez à cette conclusion. Avez-vous réussi à découvrir le secrétaire, Joseph Stangerson? Joseph Stangerson, dit Lestrade d'un ton grave, a été assassiné vers 6 heures du matin à l'Holidays Private Hotel. Et nous reprendrons au chapitre 7, Une lumière luit dans les ténèbres, à la prochaine session lecture. Je vais m'arrêter là pour ce soir. On a fait une petite moitié du livre, les amis. Merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que ça vous a plu. Hey, salut Bruninis 841, bienvenue, je crois qu'on ne se connaît pas. Ah, trop bien, merci beaucoup les gens. Je le mettrai en replay, j'ai normalement enregistré ce live, je le mettrai aussi sur YouTube où c'est sûrement plus simple de voir les replays. Et si le son du replay est pas trop dégueu, je le mettrai également en audio seulement sur mon Bandcamp. Point d'exclamation argent pour avoir l'adresse de mon Bandcamp. Merci beaucoup à toutes et à tous. On se retrouve demain à 14h30 pour un live musique, pas de lecture demain, mais 1 heure de chansons acoustiques entre 14h30 et 15h30. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Moi, c'était très agréable aussi de lire cette histoire. C'est drôle, Sherlock Holmes. 1881, je crois, la publication de celui-là. Donc c'est un vieux... le livre a 140 ans cette année. C'est ouf. Et une très bonne soirée en tout cas, les gens. Et je vous dis à demain pour certaines et certains. Salut.